Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans et j'ai créé cette émission en 2020 pour me motiver à quitter un métier qui ne me convenait plus. Aujourd'hui, je suis rédactrice web SEO à mon compte et j'ai conservé ma casquette de podcasteuse. À travers cette 4e saison, j'ai décidé de partager avec vous un dimanche sur 2 des parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Priscilla. Elle a 32 ans, elle vit en région parisienne et elle a exercé 4 ans en tant que professeure des écoles. Aujourd'hui, Priscilla est consultante en communication digitale. Elle crée du contenu visuel et écrit sur les réseaux sociaux, elle met en place des stratégies pour ses clients, elle anime des communautés et elle dispense même des formations. Dans cet épisode, on parle de parcours non linéaire, de nos droits, de couleur de peau, d'indépendance, de temps libre et de couteau suisse. Bonne écoute! Bonjour Priscilla. Bonjour Florence. Je suis trop contente de te recevoir sur le podcast parce que ça fait longtemps qu'on discute ensemble et que tous les ans, j'essaye de recevoir une personne qui travaille à présent dans les métiers liés au web. Et toi, pour le coup, tu as plusieurs casquettes, donc tu étais la candidate idéale. Et moi, de mon côté, je suis trop contente d'être dans ton podcast. Comme je te disais en off, c'est un peu le goal quand on a été prof avant, de passer dans ton podcast. Donc, je suis super contente. Je vais prendre la grosse tête. Et je mettrai le lien du tien aussi dans la description, mais tu avais fait aussi des interviews de profs qui avaient changé de métier, et notamment de métiers que moi, je n'ai pas encore pu interviewer. Donc, je trouve ça chouette et très complémentaire. Pour commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Oui, donc moi, je m'appelle Priscilla, j'ai 32 ans, j'habite en région parisienne et aujourd'hui, je suis indépendante dans la communication digitale et je fais tout plein de choses. J'aime bien le tout plein de choses que nous allons éclaircir. Quand tu étais enseignante, tu enseignais quoi ? Donc moi, j'ai enseigné beaucoup en CE1, en CE2 aussi. Et sinon, j'ai été remplaçante, donc j'ai fait globalement un petit peu tous les niveaux. Et puis, ma première année, j'ai été en fractionné en REP+, où j'avais des CE1, des CE2, des CM1 et des CM2. Donc, j'ai vraiment fait tous les niveaux de la petite section au CM2. Et est-ce que tu te souviens pourquoi tu avais voulu être prof au départ ? C'était vraiment une histoire de transmission. Moi, de mon côté, c'était pas une vocation, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, je me suis jamais dit que j'étais prof. Mais après, la vie a fait qu'au bout d'un moment, j'avais besoin de stabilité. J'avais mes 2 petites filles parce que, j'ai 2 petites qui ont 1 an et demi d'écart et donc j'avais besoin d'un travail stable et quoi de plus stable que le fonctionnariat et donc un jour, j'ai ouvert Facebook et il y a quelqu'un qui avait partagé qu'ils ouvraient, de nouveau les inscriptions parce que du coup, dans l'académie de Créteil, il y avait une possibilité aussi d'avoir une 2e session. Donc il y avait vraiment les premières inscriptions en septembre-octobre, je crois. Moi, je me suis pas inscrite là. Je me suis inscrite en février et en fait, le jour où j'ai vu ça, il me restait que 2 jours pour pouvoir m'inscrire. Donc en 2 jours, j'ai regardé si, j'avais les conditions requises. Je savais pas moi ce qu'il fallait pour être prof. En vrai, je me suis dit: «Bon, ça pourrait être cool, mais pourquoi pas?» Donc j'ai vérifié, j'avais tout ce qu'il fallait, le master et cetera. Donc je me suis inscrite et c'est comme ça que j'ai passé le concours, de prof des écoles. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a moins plu pendant ces années-là ? Et combien de temps, justement, est-ce que tu as enseigné également ? Alors moi, je suis restée 4 ans en tout, enfin 4 ans vraiment d'enseignement et la dernière année, vu que c'était la pandémie, moi j'étais chez moi à cause de ma santé et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le côté un petit peu, liberté qu'on a chacun dans sa classe. C'est-à-dire que, effectivement, il y a un programme à respecter, mais à côté, on peut faire ce qu'on veut, pour justement, aborder ce programme-là et moi, ce que j'aimais vraiment beaucoup, c'était, tout ce qui était un petit peu, on va dire, développement personnel, des enfants parce que, j'ai beaucoup étudié, enfin, j'ai beaucoup enseigné, dans des quartiers prioritaires et donc j'avais des enfants parfois, qui n'avaient pas confiance en eux, que ce soit, par rapport à leurs origines, par rapport à la langue parlée à la maison, des choses comme ça. Donc moi, j'ai vraiment apprécié finalement leur donner aussi mon point de vue et moi-même en tant qu'enseignante noire, du coup, il y en a beaucoup qui n'en avaient jamais vu. Il y en a d'autres qui me demandaient du coup mon parcours d'études et ils n'avaient jamais fréquenté des personnes qui avaient fait, des études ne serait-ce qu'à la fac et cetera. Donc vraiment ce côté transmission mais assez général, j'ai vraiment adoré et ce que j'ai moins aimé, c'était vraiment, le fait qu'on puisse pas choisir finalement où on veut enseigner. Donc ça, après, on sait, c'est le jeu de la loterie, mais je trouve que selon où on est et selon où on habite, la loterie, elle dure trop longtemps.
Et moi, de mon côté, j'avais aussi commencé à étudier la langue des signes, sur mon temps perso et quand j'ai voulu, gravir les échelons, finalement, au bout d'un moment, je pouvais plus prendre, en cours du soir parce que ça n'existait plus et les fois où j'ai voulu me former, via l'éducation nationale, moi, ça avait été refusé. Quand je demandais à me former, du coup, sur des temps scolaires, parce que pendant les vacances scolaires, il y en avait pas, en sachant que j'allais tout payer par moi-même, hein, je demandais pas de financement, c'était refusé. Quand j'ai voulu travailler avec des enfants sourds, c'était refusé. Quand j'ai voulu demander un 3/4 temps, c'était refusé. Donc en fait, je trouvais qu'il fallait vraiment tout le temps demander l'autorisation pour respirer. Et du coup, ça allait complètement contre cette liberté que je retrouvais en classe. Donc moi, vraiment, dans l'enseignement, j'ai vraiment tout apprécié. Moi, ce qui m'a fait partir, c'est le système. C'est vraiment le système en lui-même. C'est pas du tout ni enfin, les conditions. Il y a toujours mieux, hein, effectivement, quand on a des enfants avec des particularités, qu'on n'a pas de moyens pour les aider, c'est une souffrance pour tout le monde, ça bien sûr. Mais à côté de ça, j'ai jamais, moi en tout cas, été en souffrance. J'ai pas ressenti de la souffrance dans ma classe et dans l'enseignement. Par contre, j'ai ressenti de la souffrance du fait que le système m'empêchait finalement d'aller ce vers quoi j'avais envie. Ah, je rebondis sur 2 choses de ce que tu viens de dire, mais il y a une amie, enfin, c'était une collègue à la base, on est amies maintenant, et elle me disait que dans l'une de ces classes où, justement, il y avait des grandes diversités culturelles, même dans toute l'école, là où elle faisait des remplacements, il y a des élèves un jour qui lui ont fait la réflexion, «Ouais, de toute façon, nous, on n'a jamais eu de prof noir, on n'en aura jamais, ça existe pas, toi, maîtresse, tu blanche, tu peux pas comprendre, c'est pas un métier pour nous, ça sert à rien qu'on fasse des études», enfin, il y avait vraiment un côté dévalorisation et c'est vrai que quand elle m'a dit ça, je me suis posé la question. Moi, j'ai tourné dans beaucoup d'écoles, j'ai aussi fait des remplacements. J'ai rarement vu des enseignants qui avaient une couleur de peau autre que blanche. Genre, et je parle vraiment de toutes les couleurs de peau, quoi. J'ai rarement vu des profs qui ne soient pas juste blancs. Dans ma région, en tout cas, c'était rare et je trouve ça bien pour les enfants d'avoir eux aussi face à eux une diversité comme celle qu'ils peuvent avoir finalement dans leur classe, quoi. Mais ouais, je m'étais jamais fait cette réflexion de me dire qu'il y a des enfants qui pouvaient pas forcément avoir un enseignant ou une renseignante à laquelle ils pouvaient peut-être un peu se comparer, se référer, etc. quoi. Donc Exactement et les collègues aussi, tu vois? Je pense que leur normalité, c'est d'avoir, que des collègues blancs et du coup, moi, quand je suis arrivée, dans l'école, par exemple, l'école où j'étais en fractionné, ma binôme, elle était vraiment extraordinaire, elle était super géniale, mais quand je suis arrivée, enfin, moi, j'étais déjà dans la salle des profs et en fait, cette école, elle est assez particulière parce que dans la salle des profs, il y avait tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait, autant des profs que des animateurs, que les personnes qui s'occupaient de l'entretien, que même des personnes qui travaillaient même pas dans l'école, par exemple le mari des collègues. Enfin bref, c'était vraiment, c'était super en fait, bonne ambiance. Mais donc quand elle est arrivée, elle a dit ah mais c'est qui Est-ce que c'est la cousine de la femme d'entretien parce que la femme d'entretien était noire, j'étais noire, du coup rien à voir quoi. Et donc il y a un de ses collègues qui rougit parce que je m'étais déjà présentée à lui et tout. Il lui a dit bah non, ce sera juste ton complément en fait. Et là, elle a blanchi, elle a blémi. Et après, finalement, c'était, enfin, une personne géniale. Donc, je pense qu'il y a vraiment, tout ce qui est un petit peu intériorisé. Elle l'a pas dit à mal, elle l'a pas dit, enfin, foncièrement méchamment, mais il n'empêche que voilà, ça reste, une réflexion qui n'a pas lieu d'être. Et effectivement, c'est souvent arrivé, même en sortie. Si moi j'étais en sortie, que j'avais des parents accompagnateurs, on allait s'adresser aux parents accompagnateurs et pas à moi. Et si on était, par exemple, deux enseignants noirs, parce que moi, quand j'étais en REP+, du coup, on était deux enseignants pour une classe. Et du coup, parfois, ma binôme, elle était absente, elle était remplacée. Et si donc j'étais avec un homme noir, par exemple, on est parti en sortie, là, de fait, ils vont aller s'adresser à l'homme noir. Donc moi, déjà, je suis une femme, je suis noire, on s'adresse pas à moi, mais du tout, quoi. Donc j'étais là, ok. Donc à chaque fois, je suis là, non, c'est moi l'enseignante, etc. Donc ouais, ça arrivait plusieurs fois. mais c'est difficile du coup de trouver sa place parce que quand justement c'est toi l'enseignante de la classe, c'est toi qui gères le groupe, c'est toi qui as la responsabilité et c'est pas à toi qu'on vient parler sur un a priori en fait. Faut faire la part des choses, j'imagine qu'on apprend, on prend du recul, etc. Mais j'imagine aussi que à force, même si tu as ce recul, même si tu le comprends, je pense que c'est un peu énervant à la longue aussi, quoi. Enfin, Oui, ça peut, mais après, c'est vraiment dans l'intention des personnes, parce qu'après, quand je disais, en fait, l'enseignante, c'est moi, tu vois, la personne, elle s'excusait, elle disait, ah, je suis désolée, enfin, voilà, donc je pense que vraiment, c'est quelque chose d'intériorisé, et c'est pas justement une attaque personnelle frontale. Et en fait, moi, je fais vraiment, la distinction entre les deux, parce que quand c'est intériorisé, ça veut dire qu'il faut que tu prennes le temps de déconstruire. Donc moi, je sais pas où est-ce qu'elle en est, cette personne, dans ce cheminement-là. En tout cas, dans l'intention, c'était pas l'intention de blesser. Et pour moi, c'est vraiment différent, du coup. ouais, non, je suis d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi. Et est-ce qu'il y a quelque chose, une chose en particulier, ou est-ce que c'est justement ce côté manque de liberté lié au système qui fait qu'un jour, tu as décidé de quitter l'éducation nationale?
Moi, c'est vraiment, ce manque de liberté. Quand en fait, j'ai l'impression d'avoir, enchaîné les refus sur une période assez courte et après derrière, il y a eu le covid. Donc en fait, je pense que comme toutes les personnes qui ont vécu le covid, crise existentielle, tout ça, bah, quand on a rajouté ça par-dessus, je me suis dit, «Non, c'est vraiment la goutte de trop» et comme je le disais, moi, pendant le covid, bah, j'étais chez moi à cause de ma santé et une fois, c'est pareil, on m'a appelée et on m'a dit, «Bah, voilà, maintenant, on a ouvert la vaccination et cetera. Est-ce que vous êtes vacciné?» Et c'était quelqu'un de l'inspection qui m'appelait et après je lui dis: «Mais pourquoi vous me posez cette question? Vous n'avez pas le droit, enfin, c'est une donnée médicale». Elle me dit: «Bah, en fait, on appelle tous les enseignants, voilà, pour voir ce qu'on peut mettre en place pour que vous retourniez en classe. Nous, on peut pas du tout, continuer, de enfin, le fameux arrêt là, les ASA». Elle avait dit que là, c'était terminé, qu'on pouvait pas le prolonger et moi, mon médecin m'avait prévenu, il m'a dit: «Par contre, si on vous demande quoi que ce soit, vous répondez pas et s'ils ont besoin d'avoir plus d'informations, il faut que ce soit un médecin du travail qui m'appelle moi, votre médecin traitant, pour que je donne les informations». Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, bah, dans ce cas-là, appelez mon médecin traitant, mais moi, j'ai pas plus d'informations à vous donner. Et donc, en fin de conversation, elle me dit, bon, bah, finalement, on va vous prolonger jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et donc, moi, bah, entre guillemets, je me suis pas laissée faire, mais parce que mon médecin m'avait aussi donné les bons tuyaux. Mais après ça, j'ai appris qu'il y avait plein de collègues qui étaient retournés en classe et certains qui avaient bah, des pathologies beaucoup plus graves que les miennes. Moi, tu vois, c'est des maladies chroniques. Enfin, ça peut pas me tuer normalement. Et tu vois, il y a des collègues, c'était des cancers, des choses comme ça. Et du coup, on leur a demandé de revenir parce qu'effectivement, on n'a pas prolongé cet arrêt. Et là, je me suis dit, mais jusqu'où, en fait, on doit donner notre vie pour notre métier? Et pour moi, c'était trop. Et puis, en plus de tout ce qui s'était passé avec, bah, il y avait une collègue cette même année qui s'était suicidée dans le 93. Après, il y a eu l'affaire Samuel Paty. Enfin, plein de choses. Et je me disais, mais en fait, où est-ce qu'on met la limite? On voit au quotidien qu'il y a des grosses problématiques. Et pour autant, bah voilà, via des petites questions comme ça, hyper intrusives sur la santé et surtout, on n'a pas le droit de faire ça. Et bah, du coup, on se laisse happer et si on ne sait pas, si on n'est pas à cheval sur nos droits, si on connaît pas, bah, nos limites aussi, bah, on peut vite se laisser, avoir par ça et moi, ça me plaisait pas du tout. Vraiment cette partie où on nie nos droits, mais d'une manière générale, hein. Enfin, moi, par exemple, bah, toujours dans cette même école où j'étais en fractionné, j'ai demandé à la directrice si je pouvais faire la rentrée scolaire de ma petite qui rentrait en petite section. Bah, elle m'a dit: «Non» et moi j'ai pas compris parce que dans les textes, c'est marqué que, il peut y avoir une tolérance pour la petite section, le CP, la 6e et elle me dit: «Non, moi aussi je suis une femme, bah, du coup voilà, c'est aussi le revers du métier, de pas faire les rentrées scolaires». Moi j'ai dit: «D'accord». Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à l'inspecteur. J'ai dit: «Bah, voilà, moi je veux faire la rentrée scolaire de ma fille, comment ça peut se passer?» et en fait, il m'a autorisée. Donc moi, j'ai dû aller voir la directrice pour dire: «Bah, en fait, j'ai une autorisation, donc comment fait-on?» Et surtout que j'étais complément et donc la rentrée scolaire de ma fille, c'était pas le lundi comme tout le monde, c'était le mardi. Donc moi, je pouvais faire la rentrée le lundi comme tout le monde. Juste le mardi sur la classe où j'étais complément qu'un jour, bah, le remplaçant qui était là, parce que les remplaçants sont tous disponibles quand même les premiers jours, bah, il allait prendre ma classe, quoi. En plus, c'était une histoire d'une demi-heure, 3/4 d'heure, vraiment, ridicule et donc je lui ai dit et ça lui a pas du tout plu. Ça lui a pas du tout plu que je sois passée au-dessus de ce qu'elle m'avait autorisé. Mais encore une fois, le directeur, moi, c'est pas mon patron. C'est juste un enseignant qui est en direction d'école et voilà. Je trouve que les droits, c'est pareil, enfin, on n'est pas au courant de ce dont on a droit, ce dont on n'a pas le droit. Il y a des choses, ça relève plus des mœurs, hein, de se dire, bah, on loupe tous les rentrées scolaires, on n'a pas le droit de s'absenter quand on est malade et cetera et c'était vraiment le cumul de tout ça. Je crois enfin, j'ai un gros problème avec l'injustice et vraiment dans ce métier, bah, ça on cumule donc voilà ça, plus ça et quand je voyais pour les autres et tout, je me suis dit: «Non, franchement, c'est pas possible». Et je pense qu'il y a même deux étapes dans ce que tu cites. Il y a non seulement il faut connaître ses droits, savoir ce qu'on peut demander, mais il faut aussi oser le faire. Parce que moi, je me souviens que pour mon PAX, c'était écrit dans les textes que, au bon vouloir de l'inspection, on pouvait avoir, je sais plus, 3 jours, 4 jours off. Et mon conjoint, pareil, mais lui bossait dans le privé. Bah, lui, il a eu ses jours off, mais moi, on m'a gentiment dit, t'es mignonne, on manque de profs, tu vas rester en classe. Et j'ai pas contesté, j'ai rien dit, tu vois. Et moi, il m'a fallu plusieurs années avant de commencer à être plus sûre de moi, on va dire, et oser demander plusieurs fois et oser contourner quand on me dit non, tu vois. C'est pas de l'irrespect, puisque c'est quand même quelque chose qu'on peut faire. Et comme tu dis, notre direction n'est pas, en tout cas en primaire, ce sont pas nos chefs directs, soit nos supérieurs hiérarchiques directs. Et on peut contourner, mais après, il faut oser aller voilà, envoyer un message à un inspecteur ou une inspectrice que parfois t'as jamais vu de ta vie, ils savent même pas qui on est, enfin... Il y a un gros problème là-dessus. Tout ce que tu évoques, pour moi, c'est lié à un manque d'humain aussi, parce que quand tu parles d'impossibilité d'aller faire une rentrée, moi, je pense que même l'histoire de la vaccination, je pense que la personne qui t'appelle ou qui te refuse quelque chose,
Elle a son tableau, on lui a demandé de faire ça, qu'il y a un prof à tel endroit, tel jour, et c'est panique à bord si tu veux t'absenter 3 quarts d'heure, tu vois. Parce que eux, ils ont ces choses factuelles à remplir, à accomplir et à mettre en place, alors que nous, on est des humains. Et eux aussi, c'est des humains. Mais quand ils sont en mode travail, je pense qu'ils essaient juste de faire ce qu'on leur a demandé de faire. Et je pense qu'ils n'ont pas non plus une place confortable, si tu veux, mais s'il y avait plus de personnel, c'est des problèmes auxquels on ferait moins face aussi, quoi. Exactement, c'est pour ça que les humains que moi j'ai au téléphone ou qui me disent non, je leur en veux pas à eux parce que c'est ce que tu dis, ils appliquent aussi, ils font leur travail, donc comment leur reprocher? Et en fait, il y a effectivement le fait d'oser et aussi le fait d'assumer derrière parce que moi j'ai vraiment hésité quand la directrice elle m'a dit non, je me suis dit: «Mais je fais quoi? Est-ce que je demande quand même à l'inspecteur?» parce que ça veut dire aussi m'engager derrière, peut-être à ce qu'elle le prenne mal et que je vive une année mais pourrie et je me suis dit: «Non mais mes droits d'abord». Donc je l'ai fait. Au début, bah, voilà, elle était un peu remontée et finalement, bah, après c'est aussi, toi comment tu travailles. Moi, j'ai eu aucun problème, enfin niveau boulot, j'ai toujours eu des bons retours, des choses comme ça. Donc quand je fais quelque chose, je m'investis aussi pleinement. Donc derrière, elle pouvait pas, je pense, juste me pourrir la vie, pour un différend qui a eu lieu même avant la rentrée d'ailleurs. Ça s'est estompé, mais parce que c'était aussi cette personne-là qui avait en face de moi. J'aurais pu tomber sur quelqu'un qui est très peste et qui m'aurait fait vraiment la misère toute l'année. Je pense que ça arrive aussi pour moins que ça. Donc voilà, c'est aussi, savoir derrière est-ce qu'on pourra gérer, assumer, bah, les conséquences finalement de l'acte qu'on aura fait, quand bien même on est dans notre droit. Exactement. Et en parlant d'investissement au travail, tout à l'heure, j'ai démarré une phrase en disant que j'allais rebondir sur 2 choses. J'ai rebondi une fois, mais je n'ai pas encore rebondi la deuxième fois. Je voulais faire référence à toutes les formations, toutes les choses que tu as demandé pour essayer, ben, justement, d'aller de l'avant, de monter en compétences, d'apprendre de nouvelles choses et qui ont été beaucoup refusées. Et j'imagine qu'on va faire le lien aussi avec le fait que dans l'entrepreneuriat, après, tu as beaucoup plus de liberté là-dessus, même pour mobiliser des financements, etc. Ça a évidemment ses penchants négatifs parce que bah, là, il faut commencer après à faire des choix parce qu'on ne peut pas tout faire. J'imagine que comme moi, tu l'as un peu C'est appris à ça. tes dépens. C'est trop tentant au début quand on a été bridé comme ça. Et finalement, toutes ces choses autour de l'enseignement, des spécificités de l'enseignement dans lesquelles tu t'es formé ou tu as voulu te former, c'est finalement pas du tout là-dedans que tu es parti quand tu t'es reconverti. Et donc, dans quoi es-tu parti? Dans quoi t'es-tu reconverti? Bah, pour moi, ça a été en plusieurs étapes. Quand j'ai voulu quitter l'enseignement, je me suis dit: «Mais en fait, je vais faire quoi?» parce que, moi, déjà, mon parcours, universitaire, il est pas du tout, linéaire. J'ai un bac+5 en droit, spécialisé dans la propriété, intellectuelle. En même temps que mon master, j'avais passé un CAP photo. Vraiment la même année, j'ai eu mon CAP photo et mon master. Donc, bah, voilà, rien à voir, un droit, photo, vraiment rien à voir et du coup, moi, mon complément, de revenus, on va dire, pendant mes études, au lieu d'aller travailler au McDo ou que sais-je, au début, j'ai été animatrice, mais après, en fait, je suis devenue photographe, freelance, donc en auto-entreprise à l'époque et bah, je l'avais ouverte et comme ça, bah, je pouvais faire, des mariages et cetera. En tout cas, je pouvais facturer mes prestations et du coup, c'était mon boulot, à côté de mes études et donc bah, quand j'ai voulu me lancer là, en sortant de l'éducation nationale, je me suis dit: «Bah, je vais retourner dans la photo» et en fait, bah, c'est ce qu'on me dit un petit peu au début, il faut te nicher, il faut savoir, à qui tu t'adresses, que tu es qu'une seule cible et cetera et moi, je me suis dit: «La photo, j'aime bien, mais j'ai pas envie de faire, par exemple, de la photo culinaire et de photographier des cookies toute l'année». Enfin, tu vois? Imaginer comme ça, je me disais: «Mais non merci, j'ai pas envie de faire ça» et donc du coup, au début, j'ai vraiment voulu me lancer dans la photo, donc j'ai eu quelques clients, quand même en photo, mais plus dans, le reportage photo, des choses comme ça et après, en fait, de nouveau, je me suis sentie bridée, mais vraiment le même sentiment qui m'a fait quitter l'éducation nationale et là, je me suis dit: «Mais est-ce que j'ai bien fait de vouloir quitter l'éducation nationale?» parce que si je ressens encore ce même, sentiment, c'est que c'est pas la faute du métier et là, j'étais encore, à l'éducation nationale, hein. C'était l'année où du coup, bah, j'étais chez moi et je me suis dit: «Ben, je sais pas trop quoi faire, je suis un peu perdue» et donc j'ai parlé à plusieurs personnes autour de moi qui m'ont dit: «Mais pourquoi tu te lances pas dans la com? Regarde, tu nous donnes toujours des conseils, sur Instagram, c'est toi qui as créé mon contenu là, souviens-toi» et cetera et je me suis dit: «Ah mais on peut faire un métier de ça, c'est vrai». Ça s'appelle community manager. Et donc c'est comme ça du coup que, j'ai commencé à regarder un petit peu, l'émission de community management et donc c'est comme ça qu'à ce moment-là, en tout cas, je me suis lancée, dans ce travail-là. Est-ce que tu avais démissionné directement ou pas? Non, en fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est avoir la rupture conventionnelle parce que quand j'ai voulu quitter l'éducation nationale, ça venait d'arriver.
C'est-à-dire que depuis janvier 2020, je crois, on pouvait demander la rupture conventionnelle, sauf qu'après, il a fallu attendre que la circulaire sorte pour mettre en application la rupture conventionnelle. Et en fait, il y a eu un délai comme si, enfin, j'ai pas les dates exactes, mais on va dire qu'en janvier 2020, on avait le droit, mais je sais pas, la circulaire, elle arrivait 6 mois après. Donc, toutes les personnes qui avaient fait leur demande quand la circulaire n'était pas encore arrivée, du coup, il a fallu traiter toutes leurs demandes en priorité. Donc, il y avait un retard énorme dans le traitement des ruptures conventionnelles. Finalement, il y avait déjà des gens qui attendaient depuis 8 mois, un an, etc. Et donc, moi, j'ai d'abord voulu demander ça. Et j'avais vu qu'il y avait des délais, que dans le délai d'1 mois, etc., on devait répondre. Donc, moi, dès que le délai, il arrivait, je relançais. Par contre, j'attendais pas parce que je voulais des réponses. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le Val-de-Marne, ils ont inventé une nouvelle règle qui n'existait dans aucun texte. C'était que toutes les personnes en dessous de T5 ne pouvaient pas bénéficier de la rupture conventionnelle. C'était comme ça. On dirait, tu sais, quand tu fais un jeu de société avec un enfant et qu'il se rend compte qu'il est en train de perdre et qu'il dit oui, non, mais en fait, ça, il n'y a pas le droit. C'est ça. Ou comme quand tu joues au Uno avec des gens qui n'ont pas les mêmes règles que toi, tu vois. Exactement. Ok. Et c'était ça. Et après, je leur ai demandé, mais c'est marqué où? Moi, j'ai épluché vraiment tous les textes. J'avais été sur Légifrance. Enfin, tu vois, j'ai fait un master de droit. Du coup, tu vois, ça m'aide. Donc, à chaque fois, je vais vraiment voir toutes les petites lignes, etc. Ils m'ont dit, non, mais ça, c'est juste académique. Pour le moment, c'est acté nulle part. Mais voilà, en dessous de T5, on n'accepte pas. Et finalement, avec le recul, c'est comme quand dans le privé, tu demandes une rupture conventionnelle, c'est aussi au bon vouloir de ton employeur. Donc, peut-être qu'il va te dire oui, peut-être qu'il va te dire non. Mais voilà, il n'y a pas besoin non plus que tout soit sur papier, on va dire, pour justifier sa décision. Donc, moi, on m'a dit non. Et après, je me suis dit, mais je peux pas quitter l'éducation nationale parce que j'aurai pas de chômage. J'ai une famille. Moi, je me disais, mais en fait, c'est soit je quitte avec la rupture conventionnelle, soit rien. Donc, j'ai eu le retour de la rupture conventionnelle en janvier. Donc, moi, j'ai fait la demande en octobre. Et j'ai eu le retour officiel en janvier. Entre-temps, j'avais eu quelqu'un au téléphone qui m'avait expliqué cette règle. Mais comme j'avais envoyé tout un dossier pour montrer que j'avais quand même quelque chose derrière, parce que aussi, quand on demande une rupture conventionnelle, il faut justifier dans quoi on se lance. Parce que la particularité, c'est que du coup, c'est l'éducation nationale qui va financer le chômage pendant les 2 ans suivant la rupture conventionnelle. Donc, ils veulent être sûrs qu'on a un projet derrière. Mais même ça, infantilisation, bon, bref, c'est un autre sujet. Et donc, moi, j'avais blindé mon truc, j'avais montré que mon entreprise a été déjà ouverte parce qu'en fait, pendant le Covid ou un petit peu avant, j'avais commencé à donner des ateliers en langue des signes pour les bébés, enfin, ce qu'on appelle le bébé signe, des choses comme ça. Donc, parfois, pour facturer, c'était plus facile que j'ai une structure. Donc, j'avais déjà ouvert ma micro-entreprise. Donc, j'avais envoyé, pareil, la demande d'autorisation, blabla. C'était parti en comité, que sais-je, et on m'avait dit, oui, c'est bon, vous pouvez ouvrir cette structure. Donc, je l'avais déjà. Et donc, voilà, on m'a refusé ma rupture conventionnelle en janvier. Et moi, j'ai réfléchi de janvier à mars. Qu'est-ce que je fais, en fait? Est-ce que je me lance quand même? Est-ce que, tant pis, je reste dans un métier où, finalement, le système m'écrase? Je sais pas. Et donc, j'ai réfléchi et entre janvier et mars, en mars, j'ai demandé ma démission. Et donc, là, je me suis dit, puisque eux m'ont pas accordé ma rupture conventionnelle et que moi, je suis chez moi, là, je vais utiliser de mars à septembre pour vraiment faire en sorte que mon activité, elle soit viable. Comme ça, si on m'accepte ma démission, parce que la démission peut être refusée, si on m'accepte ma démission au 1er septembre, j'aurai un revenu autre vu que je pouvais pas avoir le chômage ou quoi que ce soit. Du coup, moi, ma stratégie, ça a été celle-ci. Et bonne stratégie finalement, puisque ça a fonctionné. Ouais, ça a fonctionné. Mais du coup, je savais pas si j'avais le droit parce que pareil, ça c'était, on va dire un flou juridique. C'est pas marqué. Est-ce qu'on a le droit de travailler, du coup, à combien d'heures, etc. Quand bien même on a son entreprise. Il y avait plein de petites choses qui étaient un peu floues. Donc au début, j'hésitais vraiment à y aller. Je me disais, j'y vais pas, je sais pas, etc. Donc voilà, moi j'ai vraiment fait en sorte d'avoir des tout petits revenus, on va dire, sur les premiers mois. Et à partir du mois de juillet, je me suis dit quand même, c'est les grandes vacances. En théorie, t'es pas en classe. C'est comme les gens qui vont faire, par exemple, des centres, qui vont être directeurs de centre ou quoi. Ils ont bien des revenus aussi complémentaires sur ces mois-là. Donc, à partir du mois de juillet, je me suis un peu déridée. En quoi tu dirais que ça consiste, le métier de community manager? Parce que c'est un mot qu'on voit souvent passer, mais je pense que tout le monde ne met pas une activité, ne visualise pas une activité derrière. Le community manager, c'est vraiment celui qui va animer les réseaux sociaux. Donc souvent, on va lui demander de créer du contenu. Donc ça peut être du contenu visuel, du contenu écrit. Par exemple, un community manager, il peut très bien créer les contenus sur LinkedIn, où il n'y a pas forcément de visuel, mais aussi les faire pour Instagram ou Pinterest, où là, il y a du visuel. Donc ça va être aussi rédiger la légende. Et ensuite, derrière, ça va être aussi d'animer. C'est-à-dire, dès qu'il y a des commentaires, ça peut être le community manager qui répond. Ça vaut également pour les groupes Facebook. Souvent, il y a des groupes Facebook qui sont très gros. Et dans ce cas-là, on a besoin d'un community manager. Et là, il sera plus là pour modérer les propos, pour accepter les nouvelles adhésions,
communication est aussi orientée selon le groupe. Si par exemple il y a un service derrière, c'est aussi le community manager qui va pouvoir orienter ces personnes-là vers le service. Après, le métier de community manager, souvent on dit community manager, mais pour des métiers qui n'en sont pas vraiment. C'est-à-dire que quand c'est quelqu'un qui va créer toute la stratégie vraiment de communication, et puis derrière mettre en place, ça souvent c'est le social media manager. Donc c'est celui finalement qui travaille normalement en binôme avec le community manager. Mais dans la vraie vie, un community manager, c'est un peu un couteau suisse. On lui demande même de faire des choses de graphiste, de web designer, etc. Mais donc en réalité, c'est quelqu'un qui va gérer l'animation sur les réseaux. Mais en vrai, c'est quand même celui aussi qui va établir une stratégie, qui va aussi créer les visuels et faire derrière les rapports statistiques pour voir si ça a été bien ce mois-ci, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on améliore, etc. Et ce que j'aime bien avec ce métier-là, c'est qu'il y a vraiment un panel de compétences qui est nécessaire et qui peut aussi continuer de se développer au fur et à mesure de l'activité. Et je trouve que ça fait un petit peu un parallèle avec le fait d'avoir été professeur des écoles où tu as plein de matières à enseigner en même temps. Donc, tu n'as pas besoin d'être le meilleur dans un domaine, tu as besoin d'être bon dans tout et de savoir tout faire en fait. Et rien n'empêche de continuer à apprendre au fil des rencontres, au fil des partenariats, au fil des clients, de leurs demandes, etc. Comment tu t'es formée, toi? Est-ce que tu as suivi une formation en particulier ou plusieurs, sachant que du coup, il y a plein de domaines à couvrir? Et si oui, où est-ce que tu t'es formée? Alors au début, je me suis pas formée, c'est-à-dire que quand je me suis lancée comme ça parce que ça fait moi j'ai commencé les réseaux sociaux en 2013-2014 au tout début d'Instagram etc. Donc c'était vraiment une passion pour moi et c'est pour ça que derrière je me suis rendu compte que cette passion-là pouvait être monétisée. Donc au début, j'ai pas suivi de formation. Après, j'ai vite été rattrapée par le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit mais quand même, j'ai pas de formation etc. Donc j'en ai pris quelques-unes, il y en avait sur Google et il y en avait sur des MOOC, donc des choses gratuites qui peuvent être trouvées sur Internet et je voulais voir un petit peu ce qu'il y avait. En fait, j'apprenais rien du tout, donc je me suis rendu compte que j'avais déjà les compétences, juste j'avais pas le diplôme. Et après, par contre, je me suis formée au graphisme auprès d'une graphiste parce que comme je te dis, on va souvent demander de créer des visuels et là, je me suis sentie limitée. Alors que, tu vois, j'ai passé mon CAP photo, donc tout ce qui est couleur, tout ce qui est retouche, etc. Pour moi, il n'y a pas de problème, mais il n'empêche que le graphisme, c'est vraiment une compétence à part entière. Et là, je me suis sentie limitée, donc j'ai fait une formation pour pouvoir justement être beaucoup plus à l'aise dans ce métier de création de contenu finalement. Et après, en fait, à côté du community management, j'ai aussi fait de la rédaction web parce que pareil, j'ai toujours eu des blogs, etc. Et je me suis dit, la même chose. Ok, ça fait des années que j'utilise WordPress, que je sais créer des articles, etc. Mais peut-être que j'ai besoin de me former. Et donc pour ça, j'avais utilisé mon CPF pour prendre une formation rédaction web vraiment. Donc dans celle-ci, pareil, j'avais rien appris parce que finalement les compétences, je les avais déjà. Mais moi, ça me faisait du bien aussi d'avoir de la théorie parce que parfois tu fais des choses, mais quand tu as appris sur le terrain, tu peux pas le justifier. C'est juste que tu t'es rendu compte que ça fonctionnait mieux, donc tu as adapté, tu le fais. Alors que quand tu as la théorie, tu peux expliquer, tu peux dire voilà, maintenant je fais ça parce que. Et ça par contre, ça m'a apporté cette partie théorique que j'avais pas et j'ai aussi fait une formation pure SEO. Donc dans la même école, j'ai pris les deux et après j'ai enchaîné vraiment les deux formations de ce côté-là. Et aussi avec mon CPF, j'avais financé une formation sur la micro-entreprise parce que même si la micro-entreprise, c'est une micro-entreprise, il y a quand même des obligations, même si elles sont allégées. Et moi, je me sentais pas du tout à l'aise avec ça. Enfin, je savais pas trop quoi faire et tout. J'étais un peu perdue. Donc, j'ai pris aussi une formation pour apprendre à gérer mon entreprise. Déjà, quand on se lance dans un métier où il y a besoin, en gros, d'une grosse compétence, qui a un gros cœur d'activité, c'est déjà pas simple. Mais c'est vrai que toi, comme tu fais énormément de choses et que tu as plein de casquettes, il faut savoir tout développer en même temps. Qu'est-ce que tu dirais justement que tu aimes et que tu aimes moins sur ces métiers? Ce que j'aime bien, c'est vraiment la pluralité des missions et aussi le fait de découvrir des nouvelles personnes et justement les valeurs qu'elles ont dans ce qu'elles veulent partager, etc. Et ce que j'aime moins, c'est un peu comme dans l'éducation nationale, c'est plus le système. Donc quand par exemple il faut aller réclamer un paiement ou quand tu vas avoir des problématiques avec l'URSSAF parce que tu sais pas pourquoi ton paiement il est pas passé, ou là moi j'ai eu le cas où il est passé aux 3/4, c'est-à-dire qu'ils ont prélevé. L'URSSAF a prélevé, mais les 3/4, je sais pas pourquoi. Mais par contre, après, ils sont venus me les réclamer et m'ont mis une petite pénalité, de 6 €, l'URSSAF au début, mais pas des grosses pénalités. Mais en fait, moi, je comprends pas comment c'est possible que ça arrive. Et donc, voilà, ça, c'est des choses que tu sais pas trop gérer parce que, c'est de l'administratif et finalement, c'est plus dans ton cœur de métier. Donc, la polyvalence, c'est super chouette quand c'est la polyvalence des missions, mais la polyvalence vraiment côté, entre guillemets, chef d'entreprise, entrepreneur, ça, c'est un petit peu plus difficile à gérer. Et au début, ce que j'aimais moins, c'était la fluctuation des revenus.
parce que quand t'es prof, t'as quand même globalement le même salaire à quelques centimes près. Pareil, tu sais pas trop pourquoi parfois, mais en tout cas c'est globalement le même salaire qui tombe à la même date. Tu peux même trouver les dates sur internet. T'as pas de surprise non plus pour le salaire que tu vas recevoir. On sait que tel échelon c'est ça, tel autre échelon c'est ça. Enfin, il y a vraiment zéro surprise. Alors que dans l'entrepreneuriat, c'est la surprise tous les mois. Parce que si t'as pas du tout une grosse gestion, moi je sais que de mon côté vraiment la gestion financière etc. C'était pas du tout mon dada. Donc chaque mois je regardais un peu ce qui tombait, mais j'anticipais pas. Je me disais pas le mois prochain je vais avoir ci etc. Donc au début c'était quand même du stress. Moi, pour l'instant, je suis toujours à cette phase-là parce que comme j'ai pas beaucoup de dépenses liées à mon style de vie semi-nomade, pour l'instant, j'ai pas besoin de tout ce que je touche, ce qui fait que je sais que je n'utiliserai pas tout ce que je touche et je ne regarde pas vraiment combien je touche. À part quand je le mets dans ma newsletter, du coup, je vais regarder et je me dis, ok, donc je mets ça dans ma newsletter et je me dis, un jour, il faudra peut-être que je mette ça dans un livre des comptes, par exemple. Et à chaque fois, je repousse et je me dis, oh là là, je suis pas en règle, mais vraiment, moi, l'administratif, c'est pas mon truc non plus, quoi. Enfin, mais ça fait partie de la casquette d'un entrepreneur, en fait. Hein. On pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui se disent tiens, moi, je vais me lancer en tant qu'entrepreneur, je vais faire des gâteaux de mariage. Et ils vont se dire ah, super, je vais faire que de la pâtisserie. Ben non, tu vas prospecter, tu vas te déplacer, tu vas acheter des cartons de telle taille par telle taille, tu vas gérer ta compta. Et en fait, ça, on n'y pense pas. Et c'est pas la majeure partie. Mais c'est une belle partie. Et c'est vrai que c'est le genre de choses où, quand tu commences à prendre du retard et que ça s'accumule, t'as de moins en moins envie d'y aller et ça peut se compliquer un petit peu, quoi. Exactement. Et puis en plus, ça peut aussi te mettre dans l'embarras. Moi, j'avais beaucoup vu des personnes qui ne savaient pas, par exemple, que tu pouvais être redevable de la TVA, des choses comme ça. Donc pendant 1 an, 2 ans, elles déclaraient pas la TVA, elles le savaient pas. Et puis un jour, on les a attrapées et puis elles devaient des sommes exorbitantes. Et moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était surtout des personnes qui avaient des e-commerce, donc des vêtements, des choses comme ça. Et en fait, elles ouvraient des cagnottes pour qu'on les aide à récupérer des sous parce que vraiment, c'était des sommes astronomiques, quoi. Mais comme elles le savaient pas et qu'elles n'ont pas fait au fur et à mesure, elles ont eu des majorations, enfin tout ça. Et moi, je me suis dit, mais ça fait peur en fait. Donc vraiment, j'ai besoin de savoir globalement ce qui m'attend, etc. Et donc voilà, c'est quand même des choses importantes parce que comme la micro-entreprise, ça s'ouvre quand même hyper rapidement. Enfin, en 3 clics sur Internet, t'as ta micro-entreprise. D'ailleurs, t'as l'impression que ça se gère pareil en 3 clics sur Internet, mais pas du tout. 20 minutes chrono, mon entreprise était ouverte. Moi, j'ai repoussé l'ouverture pendant plus d'un mois parce que je me disais, oh là là, la flemme, on va me demander tel papier, il va falloir faire telle procédure, il faudra peut-être même se déplacer. Mais en fait, non. J'ai l'impression que n'importe qui peut ouvrir une entreprise, une micro-entreprise en tout cas sur Internet, c'est très rapide, mais c'est le après. En fait, si t'as pas spécialement d'activité, si c'est pour presque le loisir, bon, c'est une chose, mais quand c'est vraiment ton activité à temps plein ou même à temps partiel, mais si tu dois comptabiliser un petit peu tes revenus, avoir des projets, pour avoir des projets, il faut peut-être aussi avoir une idée de tes finances, de combien tu vas devoir investir au départ, combien tu vas récupérer après, enfin, c'est vrai que c'est une réflexion que t'as pas besoin d'avoir en tant que prof, en fait, mais que tu retrouves presque avec, je sais pas si dans le secondaire c'est pareil, mais nous, dans le primaire, tu sais, t'as ton budget, et nous, on avait budget mairie et budget école. Enfin, il y avait 2 budgets, je me souviens plus comment ça marchait, mais il y avait 2 budgets. Il y en a un Ni avec d'avance, lequel... etc. Voilà. Il y en a un avec lequel tu pouvais payer pour des sorties scolaires ou des transports ou ça, mais il y en a un autre où tu pouvais je sais plus, acheter des magazines ou des fournitures, voilà. Et du coup, idem, tu vois, t'avais ton budget à gérer sur l'année où tu te disais, ah, on pourrait acheter tel truc pour la classe, mais du coup, on n'aura pas assez pour faire telle sortie. Qu'est-ce qui va me privilégier? Tu vois, il y a un petit côté comme ça, mais à l'échelle de, si tu te trompes, c'est toi à la fin du mois qui est un peu dans la panade et potentiellement ta famille aussi, tu vois. C'est pas juste, on va pas à la bibliothèque municipale, quoi. C'est un peu plus embêtant. Quand tu travailles, est-ce que tu as une journée type? J'imagine que non, mais qu'est-ce que tu fais globalement de tes journées? Comment tu aimes t'organiser? Maintenant, j'ai vraiment une organisation un peu plus libre parce que quand j'ai quitté du coup l'éducation nationale, j'avais quand même ce truc de me dire mais quand même, je peux pas avoir trop de temps libre dans mes journées. Alors je remplissais mes journées de rien en plus parce que quand j'ai réfléchi au début, j'avais même pas de clients ou quoi. Donc j'avais vraiment l'impression d'être tu vois l'hamster dans sa roue qui dit OK, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, etc. Et maintenant, ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai vraiment ralenti d'une part par rapport aux maladies dont je te parlais, il y a vraiment une des maladies qui me met à plat et donc là j'ai été obligée de faire autrement, de me dire mais est-ce que ça vaut le coup de toujours m'acharner, mais après peut-être que je vais être à plat pendant 2 semaines. Donc là évidemment non.
Et donc, je me suis aussi autorisée, voilà, à avoir des temps off. Donc, aujourd'hui, je travaille surtout par tranche horaire. Donc, par exemple, le matin, je vais travailler, je sais pas moi, de 8 heures à 11 heures. Et puis après, je vais plus travailler. Et si j'ai un élan, parce que moi, souvent, c'est vers 15 heures, 16 heures que j'ai un petit élan de créativité, mais après, il faut aller chercher les enfants, tu vois? Donc si j'ai assez de temps, je me dis: «Bon, allez, je me lance sur quelque chose», et si j'ai pas de temps, je laisse. J'ai vraiment qu'une seule mission aujourd'hui de community management, du coup, sur un groupe Facebook où je suis obligée de passer, plusieurs fois dans la journée. Mais sinon, mes autres missions, tu vois, j'ai pas d'obligation horaire. Donc je fonctionne vraiment, comme j'en ai envie. Donc le matin, souvent, déjà, je vais répondre aux mails, je vais répondre à tous les commentaires et cetera sur les réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai décidé que comme méthode de prospection, je voulais utiliser la création de contenu. Donc ma création de contenu, c'est aussi celle qui potentiellement me ramène des clients. Donc c'est un travail en soi, même si on a l'impression que je pianote juste sur les réseaux sociaux. C'est aussi la première phase finalement pour que des personnes se rendent compte de ce que je propose et que potentiellement elles travaillent avec moi derrière. Et après, je vais vraiment m'occuper de toutes mes missions clients. Donc, si j'ai des choses à faire en particulier, j'essaie vraiment de regrouper. Par exemple, si c'est de la création de contenu, je vais tout faire d'un coup. Ou peut-être que je vais m'occuper d'un client d'un coup. Donc, ça peut être plusieurs missions, mais pour le même client. Voilà, et globalement, je travaille, ouais, plutôt le matin, et l'après-midi, souvent je fais du sport, ou parfois je fais une sieste, ou parfois je vais me balader, ou parfois je vois des copines. Et en fait, j'ai vraiment appris aussi, enfin j'ai réappris à apprécier le temps libre et pas à culpabiliser d'avoir du temps libre, parce que je trouve que c'est hyper compliqué au début quand tu sors d'une activité, salariée, enfin peu importe laquelle, hein, pas que prof. Du coup, tu as une activité professionnelle, qui ressemble à toutes les autres activités professionnelles quand dans ton entourage, il y a que des gens salariés. Et quand en fait toi, tu es un petit peu, l'élément, qui est distinct, c'est-à-dire que tu es entrepreneur ou quoi, parfois on va te dire: «Mais tu as fait quoi de ta journée?» Et toi, tu as un peu honte de dire: «Bah, aujourd'hui j'ai chillé». Donc tu vois, tu dis: «Bon, je vais remplir ma journée, je vais faire des trucs et cetera». Et au début, c'est un peu difficile, et moi, j'ai jamais touché le chômage, mais tu vois, là, je me suis retrouvée, dans une situation où j'avais pas de travail à temps plein au début, tu vois? Enfin, en termes de horaire, j'avais pas un temps plein, et en fait, tu te retrouves un petit peu à avoir un peu honte, d'avoir ce temps-là, tu vois? Et j'ai déjà parlé avec des personnes, qui étaient au chômage et qui m'ont dit la même chose, et en plus, elles touchent le chômage, donc c'est pire, c'est de dire que, on les paye pour rien faire et cetera. Moi, du coup, j'ai pas eu ça parce que personne m'a payé, j'ai dû me débrouiller par moi-même. Mais sinon, au niveau de la sensation, vis-à-vis de la société, c'est un peu la même chose, tu vois? Ce truc de: «Si je travaille pas, je sers à rien», enfin, tu vois? Ces petites phrases-là, qui finalement, je pense, nous touchent quand même beaucoup, au début, puis après on s'en détache. Et c'est intéressant comme réflexion parce que le fait que tu t'octroies ce temps libre pour toi, ça sous-entend que tu es en accord avec le fait de ne pas travailler plus pour gagner plus, parce qu'en fait, tu pourrais très bien te dire: «Ah bah si, mon 8h-11h du matin, je le dupliquais en faisant, je sais pas, 15h-19h l'après-midi, ah bah je gagnerais 2 fois plus d'argent», et tu vois? Comme tu as cette liberté de pouvoir faire autant d'heures que tu veux quand tu es à ton compte, chose que, dans l'enseignement ou même dans certaines entreprises, tu as un nombre d'heures que tu ne peux pas dépasser, même avec les heures sup, tu peux pas dépasser un certain nombre. Là, en soi, si on voulait travailler 160 heures par semaine, on pourrait, hein. Je me dis a posteriori, est-ce qu'il y a jusqu'à 160 heures dans une semaine, ou est-ce que j'ai dit une absurdité? Je ne calculerai pas en direct, ce serait trop long. Mais on a cette possibilité-là d'en faire toujours plus si on veut en faire toujours plus. Le fait d'avoir été enseignante, je sais que moi, j'ai eu l'habitude de travailler le week-end, le mercredi, les vacances, etc. Et là, quand je dois prendre du temps off, alors moi, c'est pas tant le côté société, regard des autres, culpabilité, c'est plus que j'ai parfois, beaucoup moins maintenant parce que je m'y habitue, mais une espèce d'angoisse de qu'est-ce que je vais faire? Parce que si j'ai pas de travail, il faut que je fasse un autre truc. Le problème que je rencontre, c'est que en dehors de l'enseignement, mes deux passions que je faisais quand je me trouvais du temps libre, c'était soit le podcast, soit de la rédaction sur mon blog. Et qu'en fait, maintenant, c'est en train de devenir mes métiers, quoi. Et du coup, quand j'ai du temps libre sur des missions de rédaction ou de podcast ou de voix off ou quoi, je me dis, en fait, je fais quoi, moi, de mon temps libre? Je vais pas réécrire et je vais pas réenregistrer. Donc, je vais faire un mot croisé, tu vois. Enfin, et je me dis, mais j'ai besoin de quelque chose de créatif. Et des fois, je sais pas quoi faire parce que je sais pas comment occuper mon temps libre. Donc là, ça va beaucoup mieux maintenant. Et tu le mentionnais tout à l'heure, mais je fais beaucoup plus de sport. Je passe beaucoup plus de temps dehors parce que je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien. J'adore ça. Mais c'est difficile au début d'accepter le fait qu'on a du temps off. Et je me souviens quand j'ai eu mon premier week-end d'entrepreneur, le vendredi soir, je me suis arrêtée en mode bon, je vais faire un truc de ma soirée. Donc, on a mangé avec mon copain, on a regardé un film. Puis le samedi matin, je me suis réveillée. Puis moi, je suis une lève super tôt, quoi. À 6 heures, c'est bon, j'ai fini de dormir.
Et du coup, j'étais là, oh là là, mais ça va être interminable. Mon copain, il va se réveiller à 11 heures du matin. J'ai 5 heures à combler. Je fais quoi là? Et en fait, bah, j'ai bossé. Et ça m'a bien pris 3 week-ends avant de me dire, bah, je vais m'asseoir dans mon canapé et je vais lire un livre, tu vois. Mais c'est ça, et je trouve que effectivement avec l'enseignement, et moi l'enseignement et en plus d'avoir des enfants, quand j'étais prof, mes petites elles étaient vraiment petites, tu vois. J'ai commencé, je crois la dernière elle avait 1 an et demi, donc la première avait 3 ans, elles étaient vraiment petites. Donc tu vois c'est vraiment le truc, enfin le moment où tu te dis ok moi je fais travailler quand elles font la sieste, quand hein. Donc en fait c'est hyper chronométré et donc t'optimises chaque temps libre. Sauf que du coup quand là t'es entrepreneur et qu'au début t'as pas beaucoup de clients, mais du temps libre t'en as plein. Et en fait tout optimiser. Et c'est pour ça que je me retrouvais comme le hamster là, qui court dans sa roue, parce que je me rendais compte que, enfin, je me rendais pas compte sur le coup, mais avec le recul, en fait, j'essayais d'optimiser, mais du temps, mais j'en avais déjà. En fait, j'en avais déjà beaucoup, donc j'avais pas besoin de l'optimiser encore plus. Et donc, c'est pour ça que vraiment, bah, j'ai couru vraiment dans le vide, mais littéralement dans le vide. Voilà, j'ai testé plein de trucs, etc. Donc moi, j'étais très contente de le faire. Bah, avec le recul, je me rends aussi compte que j'ai vraiment couru dans le vide. Et avec le recul, je me rends aussi compte que quand on est entrepreneur, on a toujours ce truc de trouver des nouveaux clients, travailler pour ses clients, mais on prend pas le temps de travailler pour sa propre boîte. C'est-à-dire qu'on va justement regarder les process qu'on a, faire sa compta, faire son administratif, tout ça, on le fait pas, surtout en micro-entreprise, parce qu'on se dit, non, mais attends, il y a très, très peu d'obligations, donc, bah, j'ai pas besoin de le faire. Alors qu'aujourd'hui, justement, je vais avoir ce temps où je vais travailler pour mon entreprise, sur mon entreprise. Et après, là, je te donnais l'exemple d'un emploi du temps assez léger. Je donne des formations aussi maintenant pour des étudiants de bachelor à master. Et en fait, il y a des périodes du coup de l'année où parfois, bah, 4 jours sur 5, je vais donner des cours pour eux, mais j'ai encore mes clients. Donc ça veut dire que là, par contre, là, j'optimise de nouveau. Donc le matin, le midi, après, etc. Et là, je me retrouve à faire des semaines peut-être de 60 heures, mais c'est pas tout le temps. Du coup, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'apprécie d'avoir des grosses semaines de rush, mais derrière des grosses semaines de moins rush, parce que bah, c'est aussi du temps bah, que tu récupères et puis bah, tu es fatigué. Et puis bah, voilà, juste le changement de rythme, en fait, bah, ça donne une certaine dynamique et j'aime bien. C'est un peu comme, tu vois, à la rentrée, quand t'es prof, bah voilà, c'est le rush de la rentrée, etc. Puis la fin de l'année, quand t'as la kermesse, quand t'as tous les comptes à clôturer, t'as la COP, etc. Tu vois, t'as 2 mouvements de rush et après, bah, ça ralentit. Donc à la rentrée, c'est souvent à la Toussaint que ça ralentit. Bah, à la fin de l'année, après, c'est les grandes vacances, en fait. Donc t'as un vrai off et tu vois, le temps de, enfin, je trouve que quand t'as une grosse dynamique comme ça, et qu'après, tu as ton temps off, bah, au début, tu n'arrives pas, c'est comme ce que tu disais pour ton week-end, en fait, tu n'arrives pas tout de suite à redescendre, à te dire, bah, ok, j'ai fait un affaire et tout. Genre, ton cerveau, il est encore en mode, allez les gars, on y va, alors que, bah, en fait, là, il y a plus rien, tu vois, il pourrait se relâcher, être tranquille, et non. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu dirais que globalement, tu travailles plus ou moins que quand tu étais prof? Je travaille moins, mais surtout je travaille différemment. C'est-à-dire que parfois, pour faire une grosse mission, ça va me prendre peu de temps, mais parce que, bah, voilà, maintenant j'ai de plus en plus d'expertise. Alors que quand j'étais prof, il y avait quand même beaucoup une phase de recherche, des choses comme ça que là, je n'ai pas. Donc, il y avait vraiment, bah, le temps finalement où tu es devant les élèves qui est non compressible, plus le temps où tu prépares tes cours, plus toutes les réunions, et cetera. Finalement, enfin, on te vole du temps, tu vois? Parce que moi, par exemple, dans les réunions, ça me prenait du temps, mais j'étais pas ultra active. Enfin, parfois, tu es en réunion, mais tu sais même pas pourquoi tu es là, enfin, tu vois? Ou comme les formations, tu sais, pédagogiques qu'on avait parfois les mercredis, et cetera. Effectivement, tu es là en présentiel, mais enfin, tu fais rien. Donc, c'est vraiment pas pareil. C'est-à-dire que quand je travaille, par exemple, 60 heures pour mon entreprise, c'est 60 heures effectives où vraiment je vais travailler. Mais du coup, en heures effectives, je suis quasiment jamais à 60 heures, sauf quand je suis en période de rush avec les cours. Donc globalement, je travaille quand même moins, mais par contre, je travaille moins sur le volume horaire, mais par contre, je prends beaucoup moins de vacances. C'est-à-dire que je travaille globalement tout le temps, mais je pense parce que aussi j'ai un rythme qui me convient. Du coup, je me dis pas oh chouette, je vais avoir des vacances, je mets tout ça de côté, je vais décompresser et je reviens. Du coup, au début, enfin moi, je sais que par exemple, je prenais jamais de vacances, et ça, par contre, bah c'est pas forcément bon non plus, tu vois. C'est quand même bon de décrocher, même une semaine, un week-end, etc. Et comme on le disait, en plus, comme tu as un temps où ton cerveau, il décroche pas tout de suite, bah, si c'est qu'un week-end, en fait, c'est déjà l'heure de reprendre que tu n'avais pas encore décroché. Donc, voilà, au début, j'avais plus de mal à prendre des vacances, et aussi parce que, bah, quand tu es entrepreneur, tu te dis, mais si je prends des vacances, je gagne pas d'argent. Et donc ça, c'est pareil, c'est aussi notre gestion. Là, maintenant, j'ai compris, bah, j'ai une trésorerie. Donc comme ça, quand j'ai besoin de prendre des vacances, je sais que ma trésorerie sert à ça. Donc effectivement, pendant ce temps-là, bah, l'argent ne rentrera pas. Mais comme je l'ai prévu moi-même pendant le reste de l'année,
bah, il y a pas de problème. Mais tu vois, ça, au début, tu ne fais pas tout l'argent que tu gagnes, bah, tu donnes ta part à l'URSSAF parce que de toute façon, ils te la prennent. Bah, après, le reste, tu as l'impression que c'est tout pour soi. Tu vois, c'est Noël, tu dis: «Oh, j'ai plein d'argent». Mais en fait, tes congés maladie, tes vacances, si tu as un enfant malade, si tu dois annuler une mission, enfin, et cetera. Tout ça, c'est aussi à toi de le financer. Et donc, bah, d'un coup, tu as beaucoup moins d'argent quand tu finances tout ça, tu vois? Là, il faut que tu te dises: «Bah, OK, sur ce CA-là, bah, enfin, sur mon chiffre d'affaires, il y a une partie qui va à l'URSSAF parce que c'est comme ça, peut-être une partie qui ira aux impôts selon ta situation, mais aussi tout ce reste, le fait de financer ses vacances, de financer, bah, si on est malade, des choses comme ça, c'est aussi à prendre en compte». Et du coup, cette indépendance qui offre à la fois beaucoup de liberté offre aussi son petit lot de contraintes. Et je pense que c'est bien d'en parler, d'en être conscient. Je me demande si c'est pas toi parce que là, t'as ouvert un compte Instagram, Ça suffit les conneries. Il y a un podcast avec. Ouais. Ouais, parce que pour l'instant, j'ai écouté que les miniatures vignettes qui étaient sur le compte Instagram. Et je me demande si j'en ai pas vu une où justement tu parles du fait que parfois on choisit d'être indépendant pour la liberté, mais qu'en fait, c'est pas que la liberté. Et c'est vrai qu'on a tendance à... Je prends l'exemple de l'éducation nationale, parce qu'évidemment, moi, c'est celui dans lequel je baigne en écoutant les gens, en échangeant avec eux. Mais tu quittes quelque chose dans lequel tu es énormément contraint parce que tu manques de liberté, tu manques de choix. Et du coup, tu as l'impression qu'en allant vers l'entrepreneuriat, tu vas pouvoir avoir cette liberté et ces choix. Et tu les as. Le problème, c'est que voilà, il y a d'autres choses qui viennent avec. Et si tu n'en tiens pas compte, cette liberté, elle peut être tellement grande que ça en deviendrait presque oppressant, en fait, de ne pas savoir dans quelle direction aller, de ne pas savoir se mettre soi-même un peu pas des barrières ou des limites, mais au moins se tracer un chemin, en fait, et si, presque des limites dans le sens où, bah oui, tout ce que tu touches, il faut pas tout dépenser, en fait, parce que quand le mois d'après, l'URSSAF te prélève le quart de ce que tu as généré comme chiffre d'affaires, si tu l'as dépensé, bah, il prélève quoi? Enfin, donc oui, il y a des choses auxquelles il faut réfléchir. C'est ça, et c'est aussi pour ça que, tu vois, là, tu parles de la liberté. C'est effectivement sur Ça suffit la connerie que tu l'as vu, parce qu'en fait, c'est un extrait qui disait que souvent on est entrepreneur pour la liberté, mais que dans la réalité, tu deviens plus souvent esclave de ta propre entreprise. Parce que justement, comme tu as peur qu'elle ne se développe pas, tu as peur de ne pas avoir de clients, déjà au début, dès qu'il y a quelqu'un qui veut travailler avec toi, bah tu dis oui. Tu fais pas la fine bouche, tu dis pas: «Oh bah non, non, je suis pas vraiment alignée avec le projet» ou je sais pas quoi. Tu as besoin d'argent, tu as besoin d'avoir un chiffre d'affaires, et ben tu dis oui. Et ça, par exemple, au début, tu peux aussi te retrouver à dire oui à tout le monde, sur des projets que tu n'apprécies pas forcément. Peut-être que tu es pas forcément bien traité non plus, parce que, bah, c'est aussi ça, hein. Par exemple, community manager, maintenant je me définis moins comme community manager, mais en tout cas au début, tu as un petit peu les petites mains. Donc, tu vois, on va te demander, je sais pas, de faire une modification à 22h. Toi, parfois, tu as besoin de contenu pour pouvoir le créer. Bah, on va te le donner la veille pour le lendemain, des choses comme ça. Et ça, c'est pas des conditions de travail qui sont entre guillemets acceptables, mais au début déjà tu le sais pas, parce que bah c'est pareil, tu débarques dans le métier, tu le sais pas, et si tu as ne serait-ce que deux trois clients qui te font ça, bah toi tu te retrouves à être stressé en permanence. Donc tu vois, là tu es dépendant quand même de ton entreprise et de tes clients, parce que tu as besoin d'avoir un chiffre d'affaires. Et après, concernant la liberté, c'est vrai que quand tu as trop de liberté, bah parfois tu ne sais qu'en faire, surtout quand c'est la première fois que tu en as autant. Donc tu vois, quand tu es entrepreneur, on te dit: «C'est génial, tu es entrepreneur, tu peux tout faire», mais en fait tout faire, ça veut dire quoi concrètement, tu vois? Et du coup, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de liberté, mais parfois tu es complètement perdu, et c'est aussi pour ça que, bah, parfois il y en a qui vont prendre, un coach, admettons, pour structurer un peu leur activité, ou même un coach pour eux-mêmes, parce que là aussi, bah, justement, tu te retrouves avec beaucoup de temps face à toi-même, et parfois tu te rends compte qu'il y a des choses chez toi qu'il y a encore à travailler. Moi, je sais que dans mon cas, par exemple, j'avais très peur, bah, de l'argent. C'est-à-dire que j'avais peur d'en perdre, mais j'avais aussi peur d'en gagner. Donc en fait, comment fait-on, tu vois? Je ne le savais pas avant d'être, dans l'entrepreneuriat, parce que comme je te dis, enfin, quand tu es prof ou même quand tu as une activité, salariée, ton salaire, il arrive et puis voilà, tu te poses pas de questions. Quand tu es malade, ben, tu es malade. Après les profs, j'avoue, même quand ils sont malades, ils vont travailler. Mais quand tu es en arrêt maladie, normalement, bah, tu peux pouvoir te dire: «OK, je me repose». Par exemple, je sais pas moi, tu te fais opérer, admettons, bah, tu te dis: «OK, j'ai mon temps où je me fais opérer, bah, voilà, je suis en convalescence». Moi, tu vois, ça m'est arrivé, bah, quand je travaillais, je me suis rompu le tendon d'Achille et je suis restée, 8 semaines en plâtre. Bah, en fait, pendant ces 8 semaines, j'étais chez moi. Tu vois, personne me disait, je sais pas quoi pour les cours, tu es là, tu es tranquille. Enfin,
coup, c'était très long parce que c'est pas dans mon tempérament de rester comme ça. Mais voilà, tu vois, du coup, tu as ce temps-là, tu sais que tu peux l'utiliser que pour te reposer et que t'as pas de compte à rendre à personne. Moi, aujourd'hui, je me romps le tendon d'Achille et je me dis que pendant 8 semaines, je peux pas travailler. Mais alors là, c'est un stress énorme, tu vois, parce que je me dis, mais, enfin, mes clients, qui me remplace? Mais du coup, moi, mon chiffre d'affaires, j'ai pas de congé maladie. Enfin, j'ai jamais testé encore, mais la sécurité sociale, à mon avis, ça doit te payer des clopinettes. Donc voilà, c'est pas du tout la même gestion. Et finalement, dans l'éducation nationale ou voilà les activités salariées, c'est quand même une belle sécurité. Tu vois, quand bien même tu peux étouffer, etc., il y a quand même de nombreux avantages, tu vois, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que d'être en arrêt vraiment quand on te respecte, parce que je sais que dans les écoles, c'est pas toujours le cas. Mais si tu es en arrêt, normalement, tu peux être aussi en arrêt pleinement. Pendant tes vacances, normalement, il y a personne qui te casse les pieds parce que les gens sont aussi en vacances en vrai. Donc, tu vois, tes collègues sont en vacances, donc ils vont pas non plus t'écrire, sauf si vraiment tu travailles avec l'un d'entre eux, qu'il a besoin de quelque chose pour la programmation suivante. Mais sinon, voilà, tu sais que tu as des vrais temps off, alors que quand tu es entrepreneur, pas tellement. Et tu vois, je trouve que ça rejoint aussi quand tu es prof, on te dit que, enfin, moi, je l'ai vécu et je pense que c'est le cas de beaucoup. Tu sais, tu as du mal à lâcher prise. Par exemple, tu vas être en vacances où tu vas dire, ah, mais ça, ce serait bien pour l'école. Oh, mais ce musée. Oh, mais enfin, tu vois, tout pour l'école, pour l'école, pour l'école. Et quand t'es entrepreneur, c'est pas la même chose de te dire, ah, ça, ce serait bien, etc. Mais il n'empêche que tu peux très bien être en train de visiter un musée et d'un coup, tu vas dire, ah, mais est-ce que j'ai pensé à envoyer la facture à ce client? Ah, mais est-ce que j'ai fait ça pour la semaine prochaine alors que je suis en vacances, etc. Donc, tu vois, ce côté, du mal à lâcher prise, je le retrouve aussi quand même dans l'entrepreneuriat. Et ce que tu dis par rapport à la sécurité sociale, tu vois, je l'ai jamais testé non plus et ça va faire bientôt 2 ans que je suis à mon compte. Mais c'est vrai que si je suis malade, je sais pas, un mardi, eh ben, je vais juste pas bosser le mardi et à la place, je bosserai un dimanche. Ou alors le mercredi ou le jeudi, je vais bosser jusqu'à 22 heures, tu vois. Je me poserai même pas la question d'aller demander quoi que ce soit à quelqu'un. Parce que peut-être j'ai pas l'habitude, peut-être que si je le faisais une fois, je me rendrais compte que, en fait, c'est vachement bien. Mais pour l'instant, je l'ai jamais fait. Comme j'aime pas faire de la paperasse, pour l'instant, je préfère faire comme ça et me débrouiller avec moi-même. Mais c'est à la fois cool dans le sens où quand un lundi soir, tous mes potes veulent sortir parce qu'ils ont leur mardi, je peux sortir parce que je m'en fiche de commencer toi un mercredi matin. Ou alors à l'inverse, ouais, si je suis malade un mardi, je vais me dire, tant pis, je vais pas bosser là, mais par contre, je bosserai beaucoup plus sur la fin de semaine, quoi. Mais du coup, tu prends pas vraiment de temps, oui, off pour te remettre, etc. Alors moi, j'ai pas de grosses maladies, donc c'est pas problématique. Je suis en bonne santé, tu vois. Donc si j'ai, je sais pas, une grippe, une gastro, le Covid, machin, ça va me prendre quelques jours, mais je m'en remets rapidement, tu vois. J'ai pas de complications. Quand c'est le cas, effectivement, si tu me parles de faire 8 mois d'arrêt, genre, bon, le tendon d'Achille, je pense que pour ton activité, ça passe encore, sauf si tu fais de la formation en présentiel, mais imagine tu te casses les 2 poignets, Ouais, c'est ça. tu fais quoi, quoi? Exactement. Donc oui, c'est des questions à se poser. Je sais que je me suis souvent dit, il faut que je me renseigne sur tout ce pan-là. Ouais, pareil. Mais je sens que ça va pas être pour tout de suite. Je vais mettre ça sur la to-do list de l'année prochaine. Est-ce que, en termes de salaire, si du coup tu me disais que tu étais à l'aise d'en parler, est-ce que tu te souviens plus ou moins à peu près à quel niveau de rémunération tu t'es arrêté d'enseigner et combien est-ce que tu as réussi à dégager au début? Puis maintenant, du coup, comme tu n'as plus non plus la même organisation, les mêmes temps de travail, etc., est-ce que ça correspond à ton rythme de vie? Est-ce que c'est quelque chose qui te va, sachant que tu peux chiffrer ou pas? Là, ça dépend de comment tu es à l'aise avec les chiffres. Quand j'ai quitté l'éducation nationale, j'étais à peu près à 1 900 € parce que du coup, ma dernière année, elle était en REP. Donc pareil, il y avait une petite prime, de REP et moi, j'ai travaillé qu'en REP ou en REP+. Donc en réalité, j'ai même pas la notion des salaires, sans ces primes-là et du coup, moi, mon premier objectif, c'était de réussir à toucher autant. Donc 1 900 et quelques euros. Mais tu vois, avec mon réflexe de salarié, donc je voulais toucher 1 900 €, sauf que dedans, il y a l'URSSAF. Donc en vrai, même quand j'ai réussi à toucher, les 1 900 €, en fait, il y avait l'URSSAF dedans, donc d'un coup, c'est pas pareil. Donc au tout début, moi, j'ai eu des tout petits, chiffres d'affaires. Par exemple, donc moi, j'ai quitté en septembre 2021 et donc j'avais lancé mon activité, globalement, on va dire en octobre 2020. Donc avec les 2, 3 mois de photographe où j'étais un peu perdue. Après, j'étais encore un peu perdue et après, je me suis lancée dans la com et en fait, cette année-là, avec le Covid, ils avaient lancé ce qu'on appelait le chèque numérique, c'est-à-dire que, les entreprises pouvaient bénéficier de 500 €, pour tout ce qui concernait, la digitalisation de leur entreprise. Donc en fait, c'est là où pour moi ça a bien démarré parce que j'avais créé du contenu finalement de octobre jusqu'à juin où là j'ai eu un vrai chiffre d'affaires et en fait les personnes qui me suivaient, c'est elles qui m'ont dit moi j'ai un chèque numérique quitte à l'utiliser avec quelqu'un, je voudrais l'utiliser avec toi, comment on peut faire? Et donc il y a des personnes qui avaient ces 500 € là
et d'autres qui avaient, par exemple, aussi ces 500 euros, mais qui voulaient rajouter au bout pour avoir une prestation un peu plus complète. Et donc, cette année-là, en février 2021, en mars, je touchais vraiment pas beaucoup, peut-être 200 euros, 300 euros. C'était des toutes petites missions. Et après, en fait, moi, je me suis dit que comme j'avais peur justement de manquer d'argent, j'avais envie d'avoir des missions longues. Donc, en fait, j'ai fait en sorte d'avoir vraiment des missions très longues. Il y en a une, par exemple, j'ai depuis le début. Il y en a beaucoup que j'ai gardé bien 2 ans. Et donc, entre les missions longues et le chèque numérique, tu vois, en juillet, j'avais déclaré un peu plus de 3 000 euros de chiffre d'affaires. En août, c'était pareil. Et en septembre, c'était pareil parce que le chèque numérique avait continué. Mais après, quand il n'y a plus le chèque numérique, tu vois, je suis redescendue peut-être à 1 900 euros de chiffre d'affaires. Donc après, il fallait retirer l'URSSAF. Donc, tu vois, on reste à vivre. Il me restait un peu moins que quand j'étais prof. Et donc là, c'était des missions, mais moi, tu vois, quand j'avais mes missions longues, j'en avais 3 ou 4, et de mémoire, ouais, j'avais à peu près 1 900 euros à chaque fois. Mais en fait, j'avais pas envie de faire plus, parce que, voilà, c'était aussi une période où je découvrais un petit peu l'entrepreneuriat. Finalement, moi, j'arrivais à vivre avec ça, donc, très bien. Après, je suis en couple et on a des enfants, mais je suis en couple. Je pense que quand t'es tout seul, tu réfléchis pas pareil, parce que du coup, t'es vraiment tout seul, voilà. Donc moi, je parle vraiment de ma situation. Et après, c'est là où aussi j'ai commencé à développer d'autres petites offres, à faire des ateliers, des choses comme ça. Donc, tu vois, l'année où je me suis lancée, donc en 2021, au niveau des impôts, j'avais déclaré à peu près 20 et quelques mille euros de mon entreprise. Et l'année dernière, j'ai déclaré un peu plus de 30 000. Donc, ça fait qu'au mois, pareil, je tourne autour de 2 500, 3 000 euros de chiffre d'affaires. Et en fait, c'est vraiment le fait de donner des cours, parce que quand tu t'es formateur indépendant, moi, tu vois, j'ai dû me déclarer en tant que formatrice indépendante, etc. T'es pas du tout payé comme dans l'éducation nationale, par exemple, parce qu'en fait, tous les formateurs, en général, on est tous des professionnels, on est freelance, on est indépendant et on est professionnel dans notre domaine. Du coup, on est payé à l'heure. Donc, au plus tu fais d'heures, au plus t'es payé. Et donc, ça n'a rien à voir. Tu vois, il y a une école où je suis payé 60 euros de l'heure. Il y en a une où, la même école, selon le niveau, tu peux être payé 60 euros, 40 euros. Il y en a d'autres qui payent à peu près pareil. Si tu fais des jurys, ça peut être un peu moins, tu vois, peut-être aux alentours de 35 euros. Mais imagine, du coup, quand tu fais 10 heures, t'es payé 600 euros. Tu vois, donc c'est pas du tout pareil que quand tu as un salaire stable qui tombe tous les mois. Là, c'est vraiment au nombre d'heures. Donc, tu vois, tu peux avoir des mois où tu fais 70 heures. Mais là, par exemple, depuis mai, ouais, j'ai peut-être en avril-mai, j'ai peut-être eu 2 heures, tu vois. Donc du coup, ça n'a rien à voir à quand je faisais les 70 heures. Donc c'est pareil, ça fluctue, et c'est aussi à toi de t'adapter. Encore une fois, la fameuse trésorerie, parce que en plus, comme tu le sais aussi, l'URSSAF il te fonctionne le mois d'après. Donc si par exemple ce mois-là tu gagnes, je sais pas moi, 5 000 euros, mais le mois d'après tu gagnes 1 000 euros, et c'est sur tes 1 000 euros qu'il va falloir retirer l'URSSAF de tes 5 000 si t'as pas prévu de trésorerie. Et parfois ça marche pas. Du coup, si t'as tout dépensé parce que tu te sentais super riche, et du coup ça marche pas. Donc voilà. Je sais que j'avais fait, alors pas l'erreur en soi, mais quand l'année dernière je voulais me prendre un mois off, je sais plus si c'était en mai ou en juin, parce que je voulais vraiment m'occuper du podcast, faire toutes les interviews, toute la com et tout en amont, comme je partais à l'étranger après. Et du coup j'avais voulu faire un gros mois de travail avant, donc j'avais déclaré un bon chiffre d'affaires. Et le mois d'après, j'étais en off. Et en fait, c'est à la fin de ce fameux mois off que mon URSSAF du gros mois d'avant m'a été ponctionné. J'étais là, eh oui, c'est pour ça qu'il faut tenir ses comptes. Donc heureusement, je l'avais en tête. Et je sais, globalement, je me dis toujours un quart de ce que je perçois va repartir. Parce qu'ils prennent, ça dépend des activités, mais moi je crois qu'ils prennent 21,1. Donc je sais, je me dis, voilà, il y a un quart, un cinquième de ce que je touche qui s'en va. C'est comme ça. Je l'ai en tête, en fait, au moment où je facture, au moment où je reçois. Mais parfois, un mois après, quand j'y pense plus, je me dis, ah oui, c'est vrai, j'avais bien gagné le mois dernier. Ou vice-versa. Quand tu dis que tu fais de la formation, est-ce que tu formes des élèves, donc jeunes ou moins jeunes, au métier de community manager, ou est-ce que c'est complètement autre chose? Non, c'est exactement ça. En fait, je forme des étudiants qui sont du bachelor au master, pour certaines écoles, et parfois c'est aussi un public en reconversion. Donc ça va être des adultes, parfois qui sont plus âgés que moi, parfois qui ont à peu près mon âge, ça dépend des parcours. Du coup, ouais, ce sont vraiment, des élèves, par exemple les bachelors, ils ont 18 ans, tu vois? Donc ils sortent vraiment du lycée, ils sont tout petits, ce sont des bébés. Alors que parfois, quand c'est, des publics en reconversion, j'ai des personnes qui avaient parfois 60 ans, et cetera. Donc ça dépend vraiment, du public que tu as en face de toi. C'est bien parce que ça te garde quand même une partie de
transmission, enfin du cœur de métier d'enseignant que justement t'appréciais aussi, quoi. Exactement, c'est pour ça, moi, enseigner, enfin, j'ai vraiment adoré. Et l'année en 2022, je crois, c'était vraiment mon objectif que de devenir formatrice. Donc, ça s'est fait que sur la fin de l'année. Mais j'avais vraiment envie de tenter l'expérience. Et après, dans mon entreprise, enfin, pour moi, je forme aussi des entrepreneurs dans la communication. Mais du coup, là, c'est différent parce que c'est vraiment appliqué uniquement à leur entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus factuel. Alors que pour les étudiants, c'est vraiment des cours de communication divers d'ailleurs, parce que je donne pas du tout les mêmes dans les différentes écoles. Et donc, c'est vraiment plus spécifique à une compétence. Et est-ce que tu dirais que globalement, sur l'entièreté de ta reconversion, est-ce que tu as des regrets? Non, je pense pas. Hein. En y réfléchissant, je pense que, enfin, le seul regret, mais c'est parce que maintenant j'ai le recul, ça aurait été de mieux préparer mon départ. Tu vois, moi, finalement, ça a été long, hein, parce que, bah, comme je te dis, ma première demande de rupture conventionnelle, c'était en octobre, et ma démission, au final, avec le temps de réflexion, etc., ça a été qu'en septembre 2021. Et tu vois, si j'avais su que j'allais partir avec une démission, par exemple, j'aurais mis beaucoup plus d'argent de côté. Tu vois, parce que comme ça, tu as un matelas financier, et cetera. Parce que je pense que c'est difficile quand tu arrives à un point où tu supportes plus ton métier. Bah après, tu es plus géré par l'émotion. Tu vois, là, moi, j'avais besoin de partir de l'éducation nationale. Je voulais pas demander une disponibilité parce que je voulais pas devoir demander une autorisation pour pouvoir avoir une activité. Je voulais pas, enfin, je voulais rien devoir à personne. J'étais vraiment en mode rebelle. Je n'en peux plus, des cas, je n'en peux plus. Et je pense que quand tu arrives à ce point-là, et ben là tu as besoin de quitter à tout prix. Et tu vois, moi j'ai pas eu, enfin, par exemple, j'étais pas en burn-out ou quoi, mais je me dis quelqu'un par exemple qui est en burn-out, qui va être en arrêt maladie, qui a besoin aussi de quitter, bah peut-être que tu vas être prêt à accepter entre guillemets n'importe quoi, mais pour ta survie mentale, tu vois, hein, pas n'importe quoi pour dire que tu réfléchis pas. Et je pense que justement quand tu prends le temps de la réflexion, quand tu es posé et que tes émotions elles prennent pas le dessus, bah c'est beaucoup mieux pour réfléchir. Donc, je pense que dans notre cas, on sait, enfin, pour beaucoup d'entre nous, quand on va quitter l'éducation nationale, ce sera par démission, sauf exception de ceux qui ont la rupture conventionnelle. Bravo à eux, vraiment, ils ont de la chance. Mais si tu quittes par démission ou si tu es en dispo, tu sais que tu as le droit à rien à côté. Donc, si tu sens que tu vois, ça commence à tirer ou quoi que ce soit, pose-toi la question. Est-ce que vraiment je veux quitter l'éducation nationale? Et si oui, bah, laisse-toi le temps. Te dis pas, bah, je pars dans 3 mois. Et après, derrière, ça peut être du stress, tu vois. Alors que moi, si je m'étais dit ça dès le début, que je m'étais posé les questions, bah, j'aurais eu presque 2 ans de réflexion, donc 2 ans de sous de côté, et ça aurait pas du tout été la même pression de me dire, ok, là j'ai 6 mois pour vivre de mon entreprise, sinon je n'ai pas de revenus, tu vois. Je sais que là, je travaille avec une personne qui s'appelle Caroline, qui a l'entreprise des explorateurs engagés. Et du coup, on a créé des bilans de compétences orientés pour les enseignants, quoi, avec des démarches, des questionnements, etc., qui sont faites pour les fonctionnaires et pas forcément pour le privé, parce qu'il y a pas mal de choses qui divergent. Et à chaque fois, il y a une séance, la 7e séance, où j'interviens et où du coup, je rencontre ces enseignants qui font le bilan de compétences. Et à chaque fois, je me dis, mais waouh, je suis trop admirative de ces personnes qui sont capables de souligner les signes avant-coureurs de je n'aime plus mon métier, ou je ne m'y sens pas bien, ou je ferais bien autre chose, et qui ont le temps et l'énergie de pouvoir se lancer dans un bilan de compétences parce qu'ils y ont réfléchi en amont. Moi, quand c'était trop tard, ben en fait, c'était trop tard. Et même pendant que c'était trop tard, j'avais pas encore compris que c'était trop tard. Tellement je me suis pas écoutée, en fait. Donc ouais, à chaque fois, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à s'y prendre autant à l'avance. Moi, j'avais économisé à l'avance parce que je savais qu'à un moment, je voudrais partir, mais j'avais pas du tout prévu que ça allait être aussi rapide et que mon corps allait parler si vite, quoi. Donc, bravo à ces personnes et gros soutien aux gens comme moi qui attendent de se retrouver au pied du mur. Ça marche aussi, hein, mais il y a des gens qui partent après dans des burn-out aussi beaucoup plus profonds et tu peux mettre des mois, des années à t'en remettre. Et là, je pense que c'est particulièrement complexe, quoi. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent pour quitter l'enseignement, se lancer dans une autre activité? Déjà pour l'enseignement, moi j'ai découvert justement quand je faisais ma reconversion professionnelle qu'il y avait un espèce de service, ressources humaines qui existait et qui était là du coup pour le bien-être des enseignants. En tout cas dans le Val-de-Marne, c'était le cas parce qu'au moment où j'ai voulu quitter, l'éducation nationale, on m'a proposé absolument plein de ressources. C'est-à-dire que je l'ai pas fait parce que moi c'était trop tard, je voulais partir, mais on m'a proposé, de rencontrer un médecin, on m'a proposé, un mi-temps thérapeutique, on m'a proposé d'éventuellement avoir un reclassement. On m'a proposé en fait des solutions qui jusque-là ne m'avaient jamais été proposées. Et donc en fait, ce service-là, enfin après je sais pas comment il s'appelle, moi c'était toujours DHRM,
donc je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, il existe. Donc ça veut dire que si vous êtes aujourd'hui dans une situation qui vous permet plus d'enseigner, peut-être que déjà vous pouvez être reclassé, c'est-à-dire que on va vous déclarer inapte pour la profession d'enseignant, mais on pourra vous reclasser, par exemple, en tant que secrétaire de circonscription, des choses comme ça, parce que parfois le problème c'est pas l'éducation nationale, ça peut être un métier. Donc peut-être que là devant les élèves c'est plus possible, mais que faire autre chose en lien avec l'école, ça vous irait. Donc déjà, je pense que la première chose, c'est un peu de voir toutes les possibilités qu'on a. Après, d'oser aussi se faire accompagner. Donc franchement, aller voir un psy. Moi, j'avais vu un médecin traitant qui était vraiment extraordinaire. C'était une femme et en fait, elle a tout de suite mis les mots parce que en fait, j'avais eu un problème médical et mon corps ne se remettait pas de ce problème. Et elle me disait, mais c'est fou parce que normalement, vous devriez être guéri, c'est fini. Mais dès que votre corps il sait qu'il doit retourner en classe, en fait, il veut pas. Et elle avait mis les mots déjà. Je me suis dit, oh mais waouh. Enfin, moi, j'avais pas remarqué. Et voilà, c'était un médecin et à côté de ça, elle m'a fait faire des séances d'hypnose, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment aussi des choses à mettre en place pour soi se sentir bien parce qu'on sait que quitter l'éducation nationale, ça se fera jamais du jour au lendemain. Donc, parfois, pour pouvoir tenir justement sur ce temps-là, se faire aider. Se faire aider. En plus, voilà, ça peut être par un médecin traitant. Donc, en gros, c'est quand même pris en charge, etc. Donc, il y a vraiment des solutions par rapport à ça. Et après, dès qu'on a quitté l'éducation, enfin, dès qu'on veut quitter l'éducation nationale, ne pas se dire qu'on est apte à rien et qu'on ne sait faire que ça. Le fait d'être prof, déjà, ça développe un millier de compétences. On parlait tout à l'heure, la gestion de la COP, voilà, ça reste de la gestion. On gère quand même un groupe d'élèves qui peut être de 20 à 30, parfois plus quand c'est dans le secondaire. On sait travailler en équipe, parce qu'on a des collègues. Enfin voilà, on sait gérer les conflits, parce que ça peut être les conflits entre les enfants, les conflits entre les parents, ça peut être les conflits entre les collègues. Soi-même, on peut être victime d'un conflit qui ne nous concerne pas, mais du coup, il faut savoir pouvoir se défendre, pouvoir rebondir. Enfin, déjà, ces compétences-là, elles existent et elles sont utiles dans d'autres métiers que celui de prof aussi. Donc déjà, on ne sait pas rien faire à part être prof. Et au-delà de ça, ne pas avoir peur non plus, justement, de faire un bilan de compétences ou peut-être de parler à des personnes qui font le métier que vous aimeriez faire. Par exemple, il y a des personnes qui aimeraient bien être psy, je sais pas, ou sophrologue, enfin peu importe, même des choses qui sont un peu plus rares. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on trouve tout. Donc vous pouvez trouver des gens avec des métiers assez rares, des métiers que vous avez envie de faire et ne pas hésiter à aller leur parler parce que souvent ces personnes, elles sont ultra contentes de pouvoir partager leur expérience. Donc finalement, ce qui ressort dans ces conseils-là, c'est ne pas rester seul. Vraiment ne pas rester seul et voilà, s'ouvrir aux autres. Et après, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, vraiment prendre conscience que si on se lance en micro-entreprise, en tout cas, même si ça s'ouvre en 2 clics, il y a quand même des obligations et c'est mieux de les connaître avant que l'URSSAF ou les impôts ou que sais-je ne vous tombent dessus parce qu'à ce moment-là, c'est le trop tard, justement. Donc, voilà, vraiment ça et se dire aussi que finalement, le champ des possibles est ouvert. C'est-à-dire que même si aujourd'hui vous voulez vous reconvertir, vous savez pas dans quoi, peut-être que vous allez vous lancer dans quelque chose, ça vous plaira pas, et peut-être que vous allez changer, et peut-être que vous allez retourner derrière dans le salariat, et peut-être que vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, que votre entreprise, elle va pas prendre tout de suite. Moi, je m'étais mis une pression énorme, je m'étais dit, mais je sors du salariat, et il faut que mon entreprise fonctionne. Et en fait, avec le recul, je me suis dit, mais j'aurais très bien pu quitter l'éducation nationale, prendre un travail à mi-temps, n'importe lequel, etc. Et comme ça, j'aurais eu au moins un salaire à mi-temps et j'aurais eu la tranquillité de développer mon entreprise. Je me suis pas dit ça. Je sais pas pourquoi. C'était entrepreneuriat ou salariat, comme s'il fallait faire un choix absolument. Alors que c'est faux. On peut aussi faire les deux. Bien se renseigner aussi sur tous ses droits parce que parfois il y a des démissions qui peuvent être considérées comme légitimes. Si vous ouvrez votre entreprise, je sais plus avant ou après la démission, en tout cas il y a des choses qui se passent. Et il y a aussi un espèce de service qui peut vous aider aussi dans votre réorientation professionnelle. Donc il y a vraiment plein de choses. Donc vraiment trouvez vos droits parce qu'on va pas vous les donner, mais vous cherchez parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses finalement qui peuvent être mises en place et desquelles vous pouvez bénéficier. Mais surtout voilà le coût de la démission légitime, ça peut arriver. C'était ton cas en plus, toi. C'est moi, ça m'est arrivé. Voilà. Moi, j'ai démissionné alors que j'étais en disponibilité pour suivi de conjoint. Du coup, ma démission a été considérée comme étant une démission pour suivi de conjoint et j'ai découvert, sans le prévoir, que la démission pour suivi de conjoint faisait partie des, 4, 5, 6 motifs de démission légitime qui ouvraient des droits au chômage sous 7 jours comme une rupture conventionnelle. Et alors après, le temps que la paperasse se fasse et tout ça, c'est arrivé peut-être 9 mois après ma démission, tu vois. Mais oui, ça existe, ça marche et j'ai testé, quoi. Et par contre, c'était long, c'était une longue procédure et personne n'était d'accord et tout le monde me disait que c'était pas possible, etc. Et j'ai vraiment poussé jusqu'au bout du bout, alors que je déteste, je le répète, l'administratif, parce qu'il y avait le podcast derrière et que je m'étais mise en tête d'aller jusqu'au bout
même si ça marchait pas, mais juste pour pouvoir dire aux gens, ah ok, bah ça marche comme ci, ça marche comme ça. Et quand en fait ça a marché et qu'on m'a versé mes droits au chômage, je me suis vraiment dit, waouh, si ça avait été que pour moi, jamais je serais allée au bout de la procédure. Donc comme quoi, Merci le podcast. c'est clair. Il y a aussi une autre personne avec qui je parlais qui, elle, s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Et pareil, elle a pu prouver que sa démission, elle était légitime. Et ça avait pris 4 mois, je crois, ou 5 mois. Mais après, pareil, ça lui a ouvert des droits et c'était chouette. Et il me semble aussi que pour la démission légitime, quand tu es aussi entrepreneur en même temps, le chômage, il se cumule à ton chiffre d'affaires. Alors que dans C'est moi certains... aussi, ça. Ah, c'est toi aussi. Alors que quand tu es au chômage, bah voilà, comme tout le monde au chômage, normalement, ça se déduit du chiffre d'affaires. En gros, il y a un calcul et ton chômage, il s'adapte au chiffre d'affaires que tu fais. Alors que dans les démissions légitimes, bah, il se rajoute. Donc, pareil, c'est pas négligeable. Exactement, ça, moi, c'était pas du tout prévu. Bah, déjà, je pensais pas avoir le chômage tout court. Et quand je l'ai touché, il était beaucoup trop conséquent. J'avais contacté ma conseillère Pôle emploi en lui disant, Madame, il y a un problème, on m'a versé plein d'argent, puis bah, d'un coup en plus, parce qu'avec tous les mois de retard de l'éducation nationale, ils m'ont tout versé 4 ou 5 mois plus tard. Sachant que quand c'est un motif légitime, c'est l'éducation nationale qui paye ton chômage, c'est pas Pôle emploi. Donc, c'est un petit peu ma revanche, j'avoue. Mais du coup, il m'avait versé une sacrée somme. Puis la dame me dit, oui, oui, c'est normal. Donc, parce que votre démission, elle était légitime, ça ouvre vos droits au chômage. Je dis, oui, non, mais ça, j'ai bien compris. Ce que je ne comprends pas, c'est que là, je fais, au bout de plusieurs mois, forcément, mon entreprise était lancée. Donc, je fais des bons chiffres d'affaires. Et vous êtes censé ne rien me verser puisque je gagne plus que ce que vous devriez me verser par mois. Et elle m'avait expliqué que comme j'avais créé mon entreprise avant de démissionner, ça s'appelait un chômage cumulé. Ça ne prenait pas en compte le fait que j'ai une entreprise, en fait. C'est un peu... Enfin, elle m'avait comparé ça comme ça, mais c'est un peu comme si j'avais un mi-temps dans lequel je suis coiffeuse et un mi-temps dans lequel je suis bouchère. Et genre, je perds mon mi-temps de bouchère, et ben on me donne un mi-temps de Pôle emploi et qui se cumule avec mon mi-temps de coiffeuse, parce que ça, je l'ai pas perdu. Et ben là, en fait, c'était la même chose. Donc non seulement je l'ai eu, mais en plus, il s'est cumulé, quoi. Et si j'avais su tout ça, ce que j'aurais fait encore différemment, c'est qu'avant de demander ma démission, j'aurais pas attendu quelques mois, parce que moi, je suis passée par une dispo quelques mois avant, parce que du coup, je suis au plancher des indemnités. J'ai sur l'année entière, avec les mois off en disponibilité, et j'ai pas gagné assez pour que mon chômage se calcule sur mes revenus. En fait, c'était trop faible, donc on me donne un plancher. Mais si j'avais su ça en amont, j'aurais démissionné pour suivi de conjoint tout de suite et j'aurais eu une année entière derrière de revenus sur lesquels mon chômage aurait pu être basé, mais j'aurais gagné encore plus que ça, quoi. Donc, et tu vois, parce que j'étais pas au courant et jusqu'au dernier moment, j'étais... En fait, souvent, on n'est pas au courant de grand-chose, mais comme en plus, moi, j'aime pas la paperasse. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais vraiment, celui qui a pas compris, là, il a mal écouté. Mais vraiment, je déteste ça. Donc, c'est des démarches que j'aurais pas fait pour moi-même. Je fais pas de veille sur ce genre de choses, tu vois. Donc, je suis pas vraiment au courant. Je regarde vite fait quand c'est lié à l'EN parce que par rapport au podcast et pour pouvoir renseigner les gens, etc. Mais oui, quand il y a des questions purement administratives, c'est pas moi qu'il faut venir voir, quoi, clairement. Mais oui, donc oui, ça, c'est possible aussi, oui. C'est ça. Et moi non plus, j'aime pas la paperasse. Et du coup, là, entre la rupture conventionnelle, entre la démission, bah, j'ai fait beaucoup de paperasse. En plus, tu vois, pareil pour la démission. Voilà, moi, j'ai envoyé ma lettre de démission au niveau de l'académie. Et puis, bah, enfin, j'ai suivi la procédure, etc. J'ai envoyé une copie à l'inspecteur. Et puis, bah, voilà, c'était réglé. Et ils ont 4 mois pour répondre. Donc, moi, j'attends religieusement les 4 mois. Et au bout de 4 mois, je leur dis, bah, voilà, c'est juste pour savoir où en est ma démission. Enfin, je leur dis ça, mais pour les avoir, faut parfois attendre plusieurs jours, hein, appeler plusieurs fois, plusieurs jours, plusieurs heures, etc. Donc, je tombe enfin sur quelqu'un. Et là, la personne, elle me dit, mais votre démission, elle n'est pas traitée. Et je dis, bah, pourquoi? Elle me dit, bah, parce que quand on fait une demande de démission, il faut d'abord avoir un entretien avec l'inspecteur, que celui-ci nous fasse un compte rendu. Et une fois que le compte rendu, il est envoyé, bah, là, on traite votre démission. Après, j'ai dit, mais pourquoi personne me l'a dit depuis le temps que je vous ai au téléphone, depuis 8 mois, là, que ça traîne? Elle me dit, bah, je sais pas, etc. Et en fait, ça, c'était tout début juillet. C'était le tout début des vacances scolaires. Et moi, je me suis dit, mais j'aurai jamais personne à l'inspection. En plus, c'était un mercredi. Je me suis dit, bon. Donc, j'appelle, je laisse un message. Et en fait, cet inspecteur, il était vraiment génialissime. C'est aussi lui qui m'avait reçu parce que quand j'avais fait la demande de temps partiel, ça m'avait été refusé. J'ai fait un recours gracieux et le recours gracieux, il passe par l'inspecteur. Donc, on te demande, bah, pourquoi tu veux un temps partiel. Et lui, en fait, il faisait tout pour appuyer. Il n'était pas du tout,
enfin, il était trop bon comme personne. C'était vraiment une bonne personne. Il voulait pas aller bloquer les gens. Il disait, bah, si vous voulez partir, partez. Enfin, il y a pas de problème. Et donc là, pour la démission, c'était la même chose. Il m'a dit ça. Il m'a dit, bah, si vous voulez partir, partez. Il faut faire quoi? Après, j'ai dit, bah, apparemment, on doit faire un entretien. Il me dit, bah, vous avez 5 minutes, là, je vais chercher un calepin. Et donc, il a pris son calepin. Il m'a dit, bah, je sais pas, je dois marquer quoi? Je dis, bah, je sais pas. Enfin, voilà, moi, je veux démissionner. Bah, ma lettre, elle est partie depuis telle date. J'ai un projet entrepreneurial derrière, etc. Et le jour même, il a fait un mail en mettant la terre entière en copie, dont moi, en mettant justement le résultat de ce fameux entretien, donc tout début juillet. Et donc, fin juillet, j'avais pas reçu de courrier, mais en fait, tous les jours, j'allais sur eProf. Et je me disais, il y aura marqué, tu vois, pour mon affectation de l'année prochaine, j'y allais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et un jour, vers fin juillet, je crois que c'était le 26 parce que je venais juste d'arriver en Guadeloupe pour mes vacances. Et là, je vois marqué démission au 1er septembre. Je dis, oh, ça y est, elle a accepté et tout. J'avais rien, j'avais pas de papier et tout. J'ai dit, ah, c'était trop bien. Et donc, pour en revenir au conseil, et ben, prendre un temps de décompression après l'acceptation. Parce que là, ça veut dire que pendant 8 mois, moi, j'ai été sous tension. Mon seul enjeu dans la vie, c'était de démissionner. Donc, en fait, c'était devenu mon objectif principal. Et en fait, du jour au lendemain, bah, j'avais plus rien. Et en fait, c'est un peu comme qu'on disait tout à l'heure, ce temps libre que tu as pour toi. Déjà, j'ai mis un temps avant de te comprendre que c'était bon. Tu vois, des fois, je me réveillais, je me disais, oh, faut que j'appelle. Je dis, non, c'est bon, maintenant, je vois, c'est accepté. Donc, tu as encore des trucs, des petits réflexes. Et après, en fait, ça fait un grand vide. Donc, j'étais hyper contente d'avoir ma démission. Bah, après, bah, j'ai commencé aussi à avoir des peurs, me dire, oh, mais quand même, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais imagine, j'ai plus de chiffre d'affaires. Mais imagine. Et en fait, j'ai eu une grosse période de stress finalement, alors que, bah, toi, dans ton imaginaire, tu te dis, ça va être une joie intense. Donc, en fait, il y a la joie intense, mais ça redescend aussi vite. Et en fait, c'est à ce moment-là que bah, c'est aussi important, voilà, d'être entouré, bah, peut-être de prévoir quelque chose de fun pour toi. Bon, moi, j'étais en vacances, donc franchement, ça va. Mais ça a pris quand même, pendant 2 mois derrière, j'étais pas hyper sereine. Et du coup, mon entreprise, bah, qui jusque-là était une activité accessoire, même si je savais que ça allait devenir mon activité principale, bah là, ça devenait vraiment mon activité principale et l'enjeu n'était plus le même. Donc, ma manière de réfléchir à ça n'était plus la même non plus. C'est ça. Et c'est difficile, c'est pas parce que ta démission a été actée, signée, même si tu vois le papier, ton cerveau, lui, il a attendu ça pendant tellement longtemps, il peut pas faire la bascule en une fraction de seconde. Et je sais que moi, quand ma démission avait été acceptée, enfin au départ c'était une dispo, mais donc rapidement ça a été une démission. Et le jour de la rentrée des classes, donc rentrée que je ne faisais pas, hein, je n'enseignais pas, il y avait eu en plus toutes les vacances d'été, ça faisait belle lurette, j'avais pas mis les pieds dans une classe. Bah, je me suis réveillée malade le matin, j'ai fait une grosse crise d'angoisse, une crise de tétanie et tout. Et je sais que c'est des choses que je fais quand je suis angoissée, que je somatise. Et en fait, j'étais stressée de la rentrée, que je ne faisais pas, parce que mon cerveau n'était pas prêt, parce que je n'étais pas prête, je n'avais pas pris le temps de me préparer. Je m'étais dit, ok, c'est bon, ça a été accepté, on passe à autre chose. Ben non, en fait. Parfois, on met tellement de temps, on s'investit tellement, même émotionnellement, dans les choses que ben voilà, ça met un peu plus de temps que prévu. Donc ouais, prendre un temps pour soi. Enfin, globalement, tous les conseils que tu viens d'évoquer, je les recommande une deuxième fois parce que c'est que des choses que soit j'ai suivies et qui m'ont fait énormément de bien, soit dont je n'avais pas conscience et que j'aurais bien aimé connaître un peu plus tôt parce que ben ça aide quand même à aller plus facilement de l'avant, à décompresser, ben bien s'entourer. Tout ça, c'est des choses importantes auxquelles on pense pas forcément quand on a un peu la tête dans le guidon, quoi. Exactement, et vraiment toute la partie administrative, parce que bah, une fois que tu as démissionné, voilà, si tu as le droit au chômage, etc., ils doivent aussi t'envoyer un papier pour dire que tu sors du corps des enseignants. Si comme moi, tu étais à la MGN, par exemple, bah, tu avais peut-être un tarif enseignant. Du coup, ça, j'ai toujours pas résilié parce qu'en fait, je trouve pas le papier, mon papier qui me sort du corps des enseignants. J'ai appelé, je leur ai dit, mais je suis plus prof, promis. Ils m'ont dit, non, mais il faut me donner le papier. Le papier, je sais pas où il est. Mais voilà, du coup, tu as des choses comme ça aussi à régler. Et ce papier-là, faut vérifier qu'il soit bien signé parce que moi, on me l'avait envoyé une première fois et il était mal signé. Du coup, j'ai dû leur redire. Ils ont dû m'envoyer une deuxième fois. Et pareil, ce service-là, pour les joindre, c'est assez compliqué. Et après, il va y avoir aussi un truc bête, mais le CPF, tu vois, bah, le compte formation, quand t'es prof, il est en heures, alors que quand t'es plus prof, en tout cas, moi, en tant qu'indépendante, il est en argent. Et donc, bah, il fallait que j'appelle pour qu'on transforme mes heures en argent. Et ça, c'est pareil, c'est beaucoup, beaucoup d'heures au téléphone pour tomber sur quelqu'un. Et j'avais fini par attendre. Un jour, j'avais rien à faire. Donc, j'avais attendu et au bout de 55 minutes, 55 secondes, quelqu'un m'a répondu. Et en fait, ça se faisait en un clic. En un clic, le lendemain, c'était réglé. Elle m'avait transformé toutes mes heures en euros. Enfin, en fait, il fallait qu'elle mette 1 euro du côté des euros. Et en fait, après, toi, tu as juste à cliquer sur un bouton et toutes tes heures, elles se transforment en euros.
Donc en fait, c'est hyper simple, mais c'est juste que la démarche, tu peux pas la faire par toi-même. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Mais voilà, du coup, comme tout ce temps-là, quand ta démission ou ta dispo, peu importe, est accepté, tout le côté paperasse, fais-le tout de suite parce que t'es encore dans ce jus, justement. T'es là, tu t'es battu pendant des mois pour obtenir ta liberté, tout ça. Et garde l'énergie que t'as là pour faire, voilà, toutes ces paperasses, te renseigner si ta démission peut être légitime ou non, vérifier auprès de Pôle emploi. Et moi, tu vois, j'ai jamais été indemnisée par Pôle emploi. Par contre, j'y suis inscrite parce que, en fait, parfois, t'as des avantages. Tu sais, sur les tarifs, parfois, c'est marqué tarif chômeur, des choses comme ça. Et on te demande pas d'être indemnisé. Donc, moi, depuis, je suis inscrite à Pôle emploi parce que de toute façon, ça me coûte rien, je leur dois rien, ils me doivent rien. Mais juste, je peux télécharger l'attestation qui dit que je suis chômeuse. Et sur certains, parfois même sur, tu vois, j'ai été voir le Roi Lion au Théâtre Mogador, il y avait un tarif pour les chômeurs, tu vois. Ouais, Donc, moi, il y en a dans ma salle d'escalade, il y a eu dans voilà. mon cinéma, je crois. J'ai dû faire C'est un ça. musée où il y en avait Ouais. aussi un Parce que coup. dans la partie culturelle, on y pense souvent, mais en fait, il y a d'autres trucs, tu n'y penses pas, et quand tu vois tarif chômeur, tu dis, bon, je prends. Donc voilà, ça aussi, même si vous n'êtes pas indemnisé, vous pouvez vous inscrire à Pôle emploi. En plus, ça vous coûte rien. Juste, il faut que la personne, enfin, si vous êtes entrepreneur, il faut que votre conseiller Pôle emploi, il comprenne que vous êtes entrepreneur et que du coup, il vous envoie pas des offres d'emploi toutes les 5 secondes ou qui vous collent pas des rendez-vous. Moi, ça, j'ai vite arrêté. J'ai dit, moi, par contre, je suis entrepreneur, je ne cherche pas de travail. Donc, vous pouvez m'envoyer des offres, vous pouvez m'envoyer des formations, je ne les ferai pas. Donc, juste, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et là, en fait, on m'a transféré à une personne qui connaissait ce statut. Et depuis, voilà, personne ne me demande rien. Et juste, je peux bénéficier du tarif chômeur lorsque c'est nécessaire. Mais voilà. c'est bon à savoir. Tu vois, encore un avantage à connaître ses possibilités et ses droits. Exactement. Est-ce que tu saurais compléter la phrase « Avant, j'étais prof, aujourd'hui, je suis ». Avant, j'étais prof et aujourd'hui, je suis pleinement épanouie. C'est une réponse qui revient souvent, mais que je comprends tellement, parce que je pourrais le dire moi aussi maintenant. Ça fait plaisir. Ouais. Et écoute, je te remercie beaucoup parce qu'avec tes multiples casquettes, on a pu évoquer plein de sujets et plein de métiers, plein de compétences qu'on peut développer autour du web. Et puis, on a aussi beaucoup parlé de l'entrepreneuriat de manière générale, même plus en profondeur. Et c'est intéressant dans le sens où il y a beaucoup d'enseignants, je me rends compte, qui veulent partir vers l'indépendance pour avoir plus de liberté, mais qui pensent pas toujours au côté plus compliqué qui vient parfois avec. Et en fait, c'est comme tout dans la vie, il y a des gens pour qui la balance du positif va être beaucoup plus haute que celle du négatif. Et dans ce cas-là, oui, même s'il y a des contraintes, c'est pas grave. Il y en a dans tous les métiers, mais il y a des gens pour qui ça va être plus compliqué à gérer. Et je trouve que c'est bien qu'on en parle et qu'on fasse pas comme si être indépendant, c'était que parfait, que du bonheur, que de la créativité, parce que c'est pas ça. Et moi, je m'en rends compte moi-même. Et c'est bien d'avoir du recul pour ça. Toi, t'en as un peu plus que moi en plus, mais voilà. Donc merci pour tout ça, puis merci pour les conseils de la fin également, qui sont très importants. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute. Et je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir mon travail, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Les dons y sont possibles à partir d'1 € et comme l'an dernier, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent ce projet et grâce à qui vous avez pu écouter un nouvel épisode aujourd'hui. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, @avantj'étaisprof, ainsi que les sujets abordés dans la description de l'épisode. Et pour en savoir plus sur les coulisses de l'émission ou sur ma propre reconversion, inscrivez-vous à la newsletter. À bientôt!